Merci beaucoup pour avoir accepté de faire cette émission concernant le livre que vous avez écrit, Comprendre la Russie. Avec grand plaisir, c'est un Donc, devoir. le principe de l'émission, pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas, donc on a deux parties. Une partie où l'auteur va pouvoir présenter son livre et la deuxième partie où les auditeurs vont pouvoir poser des questions concernant le livre. On essaye ce n'est pas une audition extrêmement libre non plus, c'est uniquement sur le livre. Donc là, ça va être sur la Russie. Et avant de commencer, Monsieur Hachachi, déjà, j'aimerais pouvoir dire que le livre, c'est le nouveau Comprendre, c'est le dernier Comprendre de la gamme Comprendre des éditions Contre-Culture, qui fait 139 pages et qu'il est à 13 euros. Pour commencer, Monsieur Hachachi, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer comment vous avez été amené à écrire ce livre ? Alors, question compliquée. Bon, déjà pour me présenter rapidement, je suis un intellectuel marocain, alors économiste de formation, puis par la suite j'ai bifurqué vers la géopolitique. Donc j'enseigne au Maroc et je travaille également en tant que consultant sur les questions géopolitiques auprès de différentes structures au Maroc principalement. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à écrire le livre? Premièrement, mes propres origines. Je rappelle que ma mère, que je viens de perdre il y a un an à peu près, que ma mère est russe et que j'ai été éduqué dans un rapport très particulier à l'âme russe, notamment à travers la littérature, que ma mère m'a amené à lire un certain nombre de classiques, notamment Dostoïevski, qui pour moi est une clé d'entrée majeure dans l'âme russe, dans l'imaginaire russe, mais également un certain patriotisme. Comme je dis souvent pour plaisanter, me réveiller le 9 mai à 6 heures du matin pour voir le défilé militaire qui se tenait à Moscou sur la place rouge. Mais en grandissant et en rencontrant des gens de différentes cultures, je me rendais compte systématiquement qu'il y avait une mécompréhension totale de ce qu'était la Russie. Alors soit on a des gens qui fantasment la Russie, pour qui c'est une forme d'image d'Épinal, c'est-à-dire un pays idéal, pur, parfait, qui défend les valeurs, etc. Ou bien des gens qui portaient une forme de russophobie. Donc les Russes, c'est des barbares, c'est des sauvages, c'est pas des Européens, c'est des Asiatiques, etc. Donc dans les deux cas, il y avait une mécompréhension totale. Quand Contre-Culture m'a contacté pour rejoindre l'aventure, eh bien j'ai sauté immédiatement sur l'occasion, parce que ça me permettait enfin de mettre par écrit tout ce que j'avais intégré comme faisant partie de l'âme russe, de par ma mère, de par ma famille qui habite en Russie, de par mes séjours, de temps que j'ai passé là-bas, et par mes lectures et mes méditations sur la question. D'accord, oui, effectivement, pour expliquer un petit peu le livre, c'est 139 pages, donc on va pouvoir brosser, non pas en détail, mais dans les grandes lignes, mais quand même rentrer dans l'âme russe et essayer de comprendre comment la Russie s'est formée au fil des siècles. Donc on va commencer et on va suivre. Je voulais une petite question parce que vous êtes présenté, Monsieur Hachachi. Vous êtes né en quelle année? Parce que vous dites que vous êtes né à Lénine. Ah oui, donc vous êtes né avant la chute du mur. Avant la chute du mur, et je suis né le 16 mai 1984, et le 16 mai est la date officielle de l'inauguration de Saint-Pétersbourg. Quand elle a été bâtie, l'achèvement du chantier, c'était le 16 mai, la date où je suis né là-bas. Bon, pas la même année, bien entendu, mais le même jour et le même mois. Et donc, une fois n'est pas coutume, on va suivre le livre tel que vous l'avez écrit, parce que j'ai trouvé ça intéressant de passer des origines jusqu'à aujourd'hui. Donc, déjà, vous expliquez dans le livre le sens du mot slave et le sens du mot russe. D'où ça vient? Est-ce que vous pouvez nous en parler? D'accord. Alors déjà rapidement, il faut comprendre qu'il y avait différentes manières d'écrire ce livre. Moi, j'ai opté pour une méthode alors qu'il y en avait d'autres. Parce que le piège était de ne pas tomber dans une lecture linéaire, historique, année par année, empereur après empereur, empereur après empereur. Et donc, j'ai appliqué la méthode de l'archéologie de l'imaginaire. En partant de l'idée que l'imaginaire d'un peuple, au fait, il est synchronique. C'est-à-dire que toutes les étapes qu'il a connues par le passé continuent d'agir en synergie en même temps, dans la parenthèse slave, qui est le commencement, le point premier. Or là, se pose la question du mot slave. Que veut-il dire? Parce que pour beaucoup de gens, slave veut dire esclave. Et que ça vient de là. Parce qu'il y a eu une traite d'esclaves qui a été organisée par les rabbinites, j'en parle pas en détail, alors que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire tous les gens qui font un peu de linguistique, un peu d'histoire,
Le mot sklavus, qui veut dire esclave, a une racine latine, tandis que le mot slave, tel que ça va être connu en Europe, vient plutôt par racine grecque, sklabenoi. Alors, pour définir le mot slave, il y a globalement deux versions. La première considère que cela renvoie au mot russe slava. Slava, ça veut dire la gloire. Et que les peuples slaves s'appelaient les glorieux. Il y a des peuples qui se donnent des noms comme ça. Un peu comme les Pakistanais, je crois que ça veut dire pur, les purs. Mais la thèse la plus probable et la plus pertinente et la plus solide serait de dire que le mot slave vient du mot slave, qui veut dire slovo. Slovo veut dire mot. En russe, on dit slova. Le dictionnaire, où il y a les mots avec leur définition, se dit slava. Et donc, il est tout à fait naturel qu'un peuple se nomme lui-même selon la langue qu'il parle. Donc, on démarre la présentation donc, de cet ouvrage avec le premier thème, qui est celui de l'origine des Slaves. C'est bien ça, Chancel? Oui, c'est ça. Le livre est pas vraiment décomposé comme tel en termes de... Il n'y a pas 4 chapitres, mais il y a 4 grandes sections. Donc, il y a d'où vient l'étymologie du mot slave et le mot russe. Vous avez ensuite, vous allez avoir l'Alliance byzantine et la Troisième Rome, toute l'histoire qui regroupe les Mongols, la peste et l'avènement de Moscou. Et suite à ça, la succession des princes et des dirigeants jusqu'à Vladimir, en gardant au fil du temps l'esprit russe, avec des modifications quand même, parce que comme on va le voir à travers le discours de Monsieur Hachachi, vous allez avoir énormément les Mongols vont donner une forme de cruauté et de verticalité du pouvoir qui n'existait pas vraiment avant. Donc effectivement, il y a eu une porosité à ce moment-là, notamment de la part des Mongols. Alors, est-ce que tu as lu le livre, toi, Blaise, de ton côté? Ben écoute, oui, j'ai lu le livre. À cela près que pour la première fois, je n'ai pas pris de notes dans ce livre. Étonnamment, pour 2 raisons, je pense. La première, c'est que je ne connaissais pas du tout l'histoire russe. Donc, je vous avoue que j'avais pas trop de choses à mettre dans les notes en termes de réminiscence ou de choses connexes. Et deuxièmement, c'est parce qu'il se lit très très vite. C'est un livre qui se lit bien, très bien, vraiment à la portée, je pense, des lecteurs les moins assidus. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, du livre. Et il se lit extrêmement bien. C'est pas très compliqué. Il n'y a pas énormément de dates sur un livre d'histoire, hein, j'ai trouvé, parce que souvent on est assommé de dates dans tous les sens. Là, c'est vraiment pas le cas. Et donc, effectivement, ça se lit très bien. Je lis toujours les livres 2 fois pour préparer les émissions. Et la première fois que je l'ai lu, j'ai pu enquiller 75 pages d'un coup sans trop d'efforts, parce que en plus de ça, c'est bien écrit. Et la jonction entre les thèmes se fait naturellement. Oui, c'est un peu l'effet que ça m'a donné. Un peu, si je devais comparer, pour ceux qui ont lu l'Histoire de France de Jacques Bainville, il y a un côté comme ça dedans. Tu sais, des choses qui s'enchaînent par logique, c'est un peu de la dialectique même, la dialectique de l'âme russe en fait. Hein. C'est un peu comme ça qu'elle chevauche tout le livre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, donc le mot slave, c'est clair, ça vient du mot qui veut dire mot, littéralement. Donc les gens qui parlent la même langue que moi, je les appelle des slaves, que je comprends leurs mots. Donc c'est la thèse la plus pertinente. Bon, je sais pas si j'avais dit ça ou pas encore. Par contre, il y a une deuxième thèse selon laquelle, voilà, que le mot slave vient du mot russe et du mot ukrainien et qu'on trouve dans toutes les langues slaves, qui veut dire littéralement mot. Par exemple, le dictionnaire se dit slava. Le mot en russe se dit slova, slovo. Et donc, naturellement, si on parle la même langue, on va s'appeler par la langue qu'on comprend, comme on dit les Français, les Allemands, etc. Alors, pour le mot russe, c'est un peu plus compliqué. Parce que il y a 2 thèses. Là encore, il y a une thèse normaliste et une thèse slave. La thèse normaliste voudrait que les vareg seraient d'origine suédoise et que dans la langue suédoise, le mot de l'époque, le mot ross voulait dire marin, navigateur. Et comme les Varecs sont venus par des bateaux pour fonder le premier État russe, un appel des Slaves, ils ont donné le nom de leur mode de vie au territoire qu'ils ont structuré politiquement. Sachant que en Suède, il y a une région qui s'appelle Roslagen, c'est-à-dire la région où est appliquée la loi des Ross. Donc ça permet de renforcer un peu la thèse normaliste, que le mot est d'origine scandinave.
Par contre, il y a une autre thèse slave qui part de l'idée que l'origine du mot Ros vient du mot russe Rusla. Rusla veut dire petite rivière, petit cours d'eau. Pourquoi? Parce que quand on lit les chroniques byzantines du 6e et du 7e siècle qui décrivent le mode de vie des Slaves qu'ils ont rencontré en raison de l'éruption des Slaves dans les Balkans, eh ben, ils les qualifiaient comme étant les peuples ou le peuple des rivières et le peuple des marécages. Parce que les Slaves n'avaient pas d'État, ils étaient structurés sous la forme de clans extrêmement égalitaires et libres, et ils habitaient de préférence à côté de petites rivières, de petits cours d'eau ou de marécages. Et donc non loin des forêts, pour pouvoir se replier si jamais il y a un adversaire trop fort. Et qu'ils avaient même développé des techniques militaires pour combattre dans les rivières et dans les marécages, notamment l'utilisation de paille pour pouvoir respirer sous l'eau et pouvoir se cacher en attendant que l'ennemi passe, etc. Et donc, de ce point de vue, on peut attribuer une origine slave au mot. Alors, sachant qu'en Ukraine, il y a une rivière qui est un affluent du Dniepr qui s'appelle la rivière Rov, jusqu'à aujourd'hui. On peut la voir sur Google Maps. Et c'était la frontière méridionale qui délimitait le monde russe de l'époque, au-delà duquel commençait le monde des steppes, où dominaient les Koumans, les Petchenegs, etc. Donc là, on a la peste slave. Ce qui permet de la renforcer, c'est que dans tous les territoires européens qui ont été peuplés majoritairement de Slaves, c'est-à-dire les Balkans, la région de la Prusse, une partie importante de l'Allemagne, à peu près un tiers de l'Allemagne, eh ben on trouve partout des villes, des noms de villes ou de villages ou de régions qui commencent par la racine Ros, dont la ville allemande Rostock, qui est un nom slave à l'origine, puisque c'était les Slaves abodrites qui habitaient cette région avant leur germanisation par les Carolingiens, et puis plus tardivement par la suite par le Saint-Empire romain germanique. Et donc c'est par hasard que en Slovénie on trouve des régions ou des villages qui s'appellent Ros, en Bulgarie, en Allemagne et dans le territoire de la Russie et de l'Ukraine. Donc on peut dire que l'origine est slave du mot Ros. Est-ce que ça veut dire rivière, Rusla en russe ou autre chose? On n'en sait rien. Il y a une énigme par rapport à l'origine exacte. Donc on peut situer la sphère culturelle où le mot est apparu, c'est-à-dire la sphère slave, mais à quoi il renvoie exactement, ça demeure une énigme jusqu'à présent. D'accord, eh bien je vous remercie. Je vous remercie. Attends, petite précision juste pour compléter les propos de M. Achafier, parce que j'ai écouté avec attention votre intervention sur le nombre de morts de la guerre ukrainienne et russe, et vous aviez spécifié que les Slaves, c'est vrai, c'est une chose à laquelle on ne pense jamais, nous autres Français, parce que je m'adresse en tant que Français là, c'est que les Slaves est la plus grosse ethnie d'Europe en fait. Tout à fait, 300 millions d'individus. Et on a l'impression qu'il s'agit d'un peuple périphérique, un peu loin, exotique, alors que c'est le cœur de l'Europe, démographiquement parlant. Si on fait la somme de la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l'Ukraine, la plupart des anciennes républiques soviétiques, la Bulgarie, ben on tombe facilement sur Yougoslave, on tombe la Slovénie, la Slovaquie, on tombe facilement sur 300 millions d'individus. C'est énorme. Donc pour continuer après cette étymologie, est-ce que vous pouvez nous dire comment on est passé des tribus à une forme d'alliance byzantine et la constitution, en tout cas la volonté de devenir la troisième Rome, si on peut le dire que de cette manière-là? Alors, il y a différentes étapes intermédiaires, parce qu'on ne peut pas expliquer le lien directement. Premièrement, la première structuration des tribus slaves de l'Ouest, c'est-à-dire de l'actuelle Ukraine, Russie, a eu lieu suite à l'impulsion d'autres peuples slaves qui habitaient dans la région de la Baltique, de la Prusse et une partie de l'Allemagne, qui ont fui leur christianisation par les Germains et leur germanisation. Or, les Slaves de la région de la Baltique et de la région de l'Est de l'Allemagne avaient déjà des États. Il y avait un royaume abodrite, avec un roi, avec des princes, avec une garde, avec un drapeau, avec la totale. Donc ils avaient un État. C'était les Slaves de l'Ouest qui n'avaient pas encore d'État. Et donc cette immigration vers leurs cousins de l'Est a fait que l'idée d'État a pu germer dans cet environnement et donner lieu à la première structuration autour de Novgorod, puis de Kiev. Mais jusqu'à présent, les Slaves sont pour l'écrasante majorité des païens.
Et quand la Rousse de Kiev et de Novgorod, parce qu'on rétient toujours à Kiev, mais ça a été toujours les deux capitales de la Rousse de Kiev, Novgorod au nord et Kiev au sud. Cette Rousse de Kiev a été pendant un certain temps païenne. Elle a même mené des guerres contre Byzance. Elle a même assiégé Constantinople. Mais petit à petit, par effet de prestige et par rayonnement civilisationnel, les Byzantins ont réussi à convertir graduellement une partie de l'élite de la Rousse de Kiev, qui voyait dans cette conversion graduelle un moyen de se rapprocher et d'imiter l'Empire, c'est-à-dire le centre du monde, Constantinople, qui était appelée Tsargrad, la reine des villes, la reine de toutes les villes. Mais même au niveau des villages et des populations, il y avait une dissémination du christianisme orthodoxe grec au sein du territoire de la Rousse de Kiev, notamment dans la région de l'actuelle Ukraine. Novgorod va rester païenne pendant un certain temps et elle va même résister à la christianisation. Alors quand le premier prince de la Rousse, Vladimir Ier, se convertit et est baptisé dans la région de Khersonesk, en Crimée, d'où d'ailleurs la centralité spirituelle de la Crimée du point de vue de l'histoire russe, eh bien la christianisation a été une obligation pour toutes les populations de la Rousse de Kiev. Novgorod a refusé. Donc quand Vladimir Ier va se convertir, eh bien Novgorod va refuser la conversion parce qu'elle était attachée au culte du dieu Perun, en disant que nous avons, enfin, je parle en mots contemporains, mais en disant que nous avons un Dieu qu'on adore, que nous avons une monolatrie, on n'a pas besoin d'un autre Dieu. Et donc il a fallu faire un siège de la ville de Novgorod pour les obliger à se convertir. Et ils vont devenir des crypto-chrétiens pendant un certain temps avant finalement de céder, de devenir chrétiens. Donc là, la Russie, la Rousse de Kiev, a été adoubée par l'empereur de Byzance, par l'empereur de Constantinople, parce que désormais le prince de Kiev est orthodoxe. Et donc il y a eu des alliances matrimoniales entre des princesses byzantines et des princes de Kiev, et inversement, des princesses de Kiev qui ont épousé des princes byzantins. Mais le prince de Kiev se voyait toujours comme étant, alors non pas un subordonné, mais un obligé de l'empereur. C'est le principe même d'empereur. Un empereur, c'est lui qui nomme les rois. Dans l'Europe catholique de l'époque médiévale, c'était le pape qui couronnait, mais dans le monde de l'Empire romain d'Orient, c'était l'empereur qui nommait ou qui adoubait les rois. Donc il y avait des rois, le roi de Bulgarie, le roi de Serbie, qui pouvaient être adoubés et même nommés par l'empereur de Constantinople. On est là à une seconde apogée de l'Empire byzantin, au 9e et au 10e siècle, avant le effondrement par la suite. Mais quand Constantinople tombe entre les mains des Turcs quelques siècles plus tard, au 15e siècle, eh bien le trône de l'Empire est vacant. Il n'y a plus d'empereur. C'est un peu une approche sédévacantiste. On dira, les catholiques comprendront de quoi je parle. Le trône de Saint-Pierre est vacant, là, c'est le trône de l'empereur est vacant. Et l'orthodoxie a besoin d'un empereur, qui est l'expression de la volonté de Dieu sur terre, etc. Et Ivan III, qui était encore grand prince de Moscou, qui n'était ni empereur, ni César, ni rien, eh bien, verra dans ce nouveau contexte géopolitique l'occasion de ramener le trône de l'Empire orthodoxe de Constantinople, alors de manière imagée, pas le trône physique, de Constantinople à Moscou. Et pour ce faire, il va organiser, il va négocier avec le pape à Rome un mariage avec la nièce du dernier empereur byzantin, qui s'était réfugié à Rome et qui était sous la protection du pape. Et le pape a exigé d'Ivan III en échange, non pas de devenir catholique, mais d'organiser un concile pour que l'orthodoxie plie à certains dogmes catholiques. Pourquoi ? Parce que le pape voulait ouvrir un deuxième front contre l'Empire ottoman. Sachant que l'Empire ottoman s'était installé dans les Balkans, qui commençait à se rapprocher de la mer Adriatique, et donc de l'Italie, il fallait ouvrir un deuxième front, et les Russes étant orthodoxes n'ont pas forcément intérêt à aller combattre les Turcs pour les catholiques. Alors le mariage a lieu, et Ivan III a épousé la dernière princesse byzantine, mais il n'a pas tenu parole, il ne s'est pas converti au catholicisme, il n'a rien fait de tout ce qu'il avait négocié. Or, la princesse byzantine, Zoé, va être baptisée Sophia Paléologue, va ramener avec elle dans ses valises l'emblème de l'Empire byzantin, c'est-à-dire l'aigle bicéphale que l'on trouve aujourd'hui dans le drapeau de la Russie. Avant cela, il n'y avait pas cet emblème-là. Cet emblème est venu avec la dernière princesse byzantine. Et symboliquement,
le fait d'avoir octroyé cet emblème à Moscou fait de Moscou une nouvelle Constantinople, et donc une nouvelle Rome. Mais Ivan III n'est pas allé jusqu'à s'autoproclamer empereur. Il a gardé le titre de grand prince, d'où le fait que pour beaucoup d'historiens russes, Ivan III est le premier tsar de facto, mais pas de jure, et ça sera Ivan IV qui va le devenir de jure. Alors, tsar en russe vient du mot César, qui veut dire empereur, celui qui a l'impérium. Mais de facto, il était devenu tsar. C'est-à-dire Moscou était devenu l'épicentre de l'orthodoxie slave, mais également l'épicentre et l'héritière de la tradition impériale byzantine. Ce qui fera dire plus tard à un moine de la ville de Pskov, qui a écrit à Ivan IV pour lui dire que 2 Roms sont tombées et que Moscou est la 3e Rome, mais il ne saurait y en avoir de 4e. Et donc petit à petit, l'idée a commencé à germer que Moscou était la 3e Rome, c'est-à-dire la 2e Constantinople. Mais le problème, c'est que Moscou n'avait pas de patriarcat. Il avait un métropolite qui était assujetti au patriarche orthodoxe de Constantinople, qui était sous domination turque. Il faudra attendre l'avènement de Boris Godunov quelques siècles plus tard, un siècle et demi plus tard, pour que Moscou puisse obtenir son propre siège de patriarche. Et là, on a l'aboutissement et la totalité des attributs de l'Empire. C'est-à-dire que Moscou est un siège ecclésiastique majeur, au même titre que Constantinople, Jérusalem, Antioche et Alexandrie. Et en plus, c'est le seul territoire orthodoxe qui a un empereur, parce que mis à part la Russie de l'époque, il n'y avait aucun territoire orthodoxe qui était souverain. Les Bulgares étaient tombés sous la domination ottomane, les Serbes étaient tombés sous la domination ottomane. Donc le seul territoire slave à être encore souverain, c'était la Russie. Et donc c'était le dernier territoire qui pouvait recueillir la grâce de Dieu. Et de là est née l'autre idée, en plus de la 3e Rome, l'idée de Caperon. C'est que tant que la Russie continue d'exister, l'anthéchrist ne viendra pas. Mais si jamais la Russie venait à tomber, comme les autres territoires orthodoxes sont tombés, eh bien, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, l'écroulement de l'Empire va de pair avec l'écroulement du monde et de l'univers. Ce qui va donner un certain messianisme, notamment à l'époque d'Ivan IV, qui croyait l'apocalypse comme étant imminente, l'Armageddon comme étant imminente, il a même commencé à s'y préparer. Donc ça donne vraiment une tradition extrêmement mystique, qui est un peu le produit d'un syncrétisme entre l'orthodoxie byzantine grecque, avec sa liturgie, avec sa beauté, avec sa magie, avec une forme de mysticisme primitif, peut-être hérité de leur origine slave, et qui a donné cette religiosité typiquement russe, qui est extrêmement mystique, mais qui est en même temps rigoureuse et rigoriste, parce que orthodoxe, que veut dire orthodoxe littéralement, qui est conforme à la doxa. D'accord. Permettez-moi de poser une question, Rachid, pour transmettre le prochain sujet. On constate dans votre livre que, d'ailleurs à la grande surprise en tant que lecteur français, qu'en fait la psyché russe est très défensive. C'est un peuple qui se sent en permanence menacé, notamment dans l'époque dans laquelle vous êtes en train de traiter là. Oui, tout à fait. Et il y a un événement majeur qui est à l'origine de cette angoisse politique, géopolitique, populaire. C'est l'invasion mongole. Parce qu'avant l'invasion mongole, les Russes n'avaient pas cette crainte-là. C'était un royaume puissant, dont les territoires étaient immenses, en allant de Novgorod jusqu'à la Crimée actuelle. Il avait une armée pour se défendre, et c'était un royaume ou un début d'empire extrêmement florissant. À l'échelle intellectuelle, à l'échelle architecturale, quand on voit ce qu'était Kiev au Xe siècle et au XIe siècle, c'était un bijou, c'était une perle. Mais l'invasion mongole a été un traumatisme majeur qui continue de structurer l'imaginaire politique de la Russie et géopolitique de la Russie. Pourquoi ? Parce que les Slaves de la route de Kiev étaient habitués à combattre les nomades, les Koumans, les Petchénègues, etc. Et globalement, en général, ils sortaient victorieux. Donc, il y avait une délimitation entre le monde des steppes et le monde de la route. Et quand les Mongols arrivent pour la première fois, durant la première moitié du XIIIe siècle, les Russes ont vu 15 000 ou 20 000 hommes à cheval. Ils se sont dit, bon, c'est des nomades comme on connaît, donc on va gérer le truc, c'est pas grave. Et plusieurs princes sont venus avec leur drujine,
c'est-à-dire avec leur armée privée, avec leur garde, pour aller combattre ce bataillon mongol. Or, l'un des talents d'Achille de la Rousse de Kiev, même si elle était globalement puissante et florissante, c'était sa fragmentation. C'est que certes, il y avait un prince à Kiev, un grand prince à Kiev, mais dans les autres fiefs, il y avait plusieurs princes. Il y avait une large autonomie. Et chaque prince avait sa propre petite armée. Et donc, pour mener une guerre commune et faire front commun, le prince de Kiev devait convaincre tout le monde. Dans un schéma, on dira aujourd'hui démocratique. Or, quand ces princes arrivent pour affronter les Mongols, eh bien, chacun veut diriger la charge, la première charge. Chacun veut imposer sa stratégie. Et au final, tout le monde va charger de manière totalement désorganisée. Et les armées russes vont être écrasées par le détachement mongol. Alors, ce qu'ils prenaient pour une armée mongole n'était pas une armée mongole. C'était tout simplement un petit détachement mongol qui était parti en reconnaissance avant que la vraie armée mongole n'arrive. Et ce petit détachement a écrasé une armée totalement désorganisée. Et avec une cruauté très particulière, puisque, d'après la légende ou l'histoire, je ne sais pas si on peut trancher, les princes ont été capturés, ils étaient blessés, on les a mis par terre, et puis on a placé sur eux une énorme planche en bois, et les Mongols ont festoyé en buvant du vin, en écrasant de leur poids les princes qui gémissaient et étouffaient sous le poids des Mongols. Bon, peut-être c'est une légende, on n'en sait rien. Alors, les Mongols repartent. Ils repartent avec beaucoup d'informations sur les chemins par lesquels ils peuvent passer sur l'état d'organisation de ce royaume-là, sur l'armée de ce royaume-là, comment il combat, le poids de l'infanterie, le poids de la cavalerie. Donc, ils étaient venus pour faire de l'espionnage. Bon, les Russes écrasés, ils ont digéré la défaite, ils se sont dit, bon, ils sont repartis comme tous les autres nomades. Or, le fait est que la vraie armée mongole va finalement arriver. Et là, c'est plus 10 000, 15 000, mais on parle de 100 000 guerriers mongols avec tous les peuples qui sont soumis, qui sont intégrés à la confédération, qui marche en avant comme un rouleau compresseur. Et contrairement aux Mongols que les Russes connaissent, parce que habituellement, quand des Mongols attaquent une ville, si vous rentrez à temps et vous refermez le portail, vous vous cachez derrière la muraille, c'est fini. Parce que les nomades n'ont pas d'armes de siège, ils ne savent pas prendre des villes. Or là, les Mongols étaient venus avec des technologies chinoises qu'ils ont acquis auprès des Chinois. Donc avec des trébuchets, avec des onagres, avec des tours en bois qu'ils pouvaient construire sur place. Et donc aucune ville russe n'a pu résister. La durée maximale, c'était d'un mois à peu près, pour Smolensk, puis pour Kiev, etc. Donc les villes ont été rasées, c'était un vrai carnage pour la population, mais également pour l'élite princière. On parle d'une hécatombe au sein de l'élite princière. Toutes les grandes lignes ont été massacrées, donc c'est les petites lignées qui ont survécu. Et le pire, c'est que les Mongols n'ont pas fait que massacrer les populations et l'élite, mais ils ont massacré également la culture de la Rousse de Kiev. C'est-à-dire que tous les artisans, les architectes, les forgerons, tous ceux qui avaient un métier de l'or dans les mains, ont été pris par les Mongols et déportés vers leur capitale, à Sarai, qui va être la capitale de la Horde d'Or, par la suite. Et donc, les Russes ont perdu toute leur intelligentsia, en quelque sorte, à tel point que la construction en pierre va disparaître du territoire de la Rousse pendant 2 siècles, même 3 siècles à peu près, en réalité. Donc, il faudra attendre à l'époque d'Ivan III pour qu'on puisse commencer à revoir de vraies constructions en pierre. Et donc, les Mongols ont projeté la Rousse de Kiev 3 siècles en arrière ou 4 siècles en arrière. Et donc, il y a une dépopulation de la Rousse qui va se mettre en place parce que les Russes, dans la région de l'actuelle Ukraine, vont commencer à émigrer vers le nord pour fuir les raids mongols qui ne s'arrêtaient jamais. Et donc, il y a un déplacement du centre de gravité démographique du monde russe qui va se déplacer du territoire de l'actuelle Ukraine vers le nord, vers la région de Novgorod et des régions avoisinantes. Ce qui déjà commence à prédisposer la région de la Moscovie à devenir ou à prendre le relais du monde russe. Alors, on est encore loin de Moscou, de ce qu'il va devenir, parce qu'à l'époque de l'invasion mongole, Moscou était un petit fortin en bois qui comptait maximum 3000 soldats avec leurs épouses et enfants. Mais ce déplacement démographique a créé un basculement dans le monde russe. Donc l'Ukraine ne redeviendra jamais un épicentre du monde russe. Désormais, ça s'est déplacé définitivement vers le nord. Et la gouvernance que les Mongols vont mettre en place, parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler ces territoires à chaque kilomètre carré, ils ne pouvaient pas mettre un Mongol à côté de chaque Russe. Donc ils ont décidé de déléguer leur domination aux princes russes qu'ils ont autorisés à régner en leur nom.
et il leur donnait une forme de sceau qu'on appelle le yarli, qui leur permettait de collecter l'impôt au nom du Khan mongol. Or, les impôts étaient extrêmement importants, les impôts exigés par les Mongols étaient extrêmement importants, et la cruauté affichée par les Mongols vis-à-vis des princes qui ne payaient pas bien l'impôt était tellement terrifiante que les princes de la Rousse ont dû à leur tour répliquer cette cruauté, cette dureté vis-à-vis de leurs propres sujets. Et avec une rivalité entre les princes, à qui va plaire le plus aux Mongols et qui va se rapprocher le plus des Mongols. Et donc, premièrement, il y a le traumatisme d'être dépossédé de sa souveraineté, le traumatisme des carnages et des massacres et de la cruauté imposée par les Mongols aux princes et aux populations de la Rousse de Kiev. Et puis, il y a troisièmement le fait que les princes de la Rousse, qui normalement étaient, on dira, démocratiques aujourd'hui, à l'époque, ont été obligés de devenir mongols dans leur gouvernance et de devenir cruels et impitoyables entre eux et vis-à-vis des fois de leurs propres sujets. Et vertical. Et vertical, effectivement, une hiérarchie indiscutable qui ne doit pas être négociée. À tel point que Novgorod, qui avait été épargnée par les Mongols, premièrement parce qu'elle avait les moyens de se défendre, et deuxièmement parce qu'elle était excentrée au nord, donc c'était un peu compliqué pour les Mongols d'y accéder en raison des marécages, etc. Eh bien, Novgorod va choisir la vassalité vis-à-vis des Mongols, pour ne pas être conquis quand même. Et Novgorod était dirigé par le prince Alexandre Nevski. Quand le frère d'Alexandre Nevski va décider de se révolter contre l'occupation mongole, eh bien, parmi ceux qui vont le massacrer, figurera son propre frère, Alexandre Nevski, qui va, pour le compte des Mongols, massacrer son frère qui voulait libérer la Rousse de l'occupation mongole. Donc, vous voyez bien que le paradigme a totalement changé. Ces choses-là n'auraient jamais pu arriver à l'époque de la Rousse de Kiev. Quand on voit la loi qui régissait la Rousse de Kiev, qu'on appelle la Pravda, Pravda veut dire la vérité en russe, mais ça veut dire également de la loi à l'époque. Eh bien, la peine de mort n'existait pas dans la Rousse de Kiev. Le pire châtiment, c'était l'exil. Donc on était encore dans cette dimension archaïque slave, farouchement attachée à la liberté, à la vie, etc. Donc on quitte un monde où les décisions se prennent par des votes, où l'esclavage n'existe pas sous sa forme contemporaine de l'époque, puisque chez les Slaves, un esclave n'était pas esclave éternellement. Quand on capturait un prisonnier, il devait servir comme servant, même pas comme esclave, comme servant pendant une période déterminée, et à la fin de la période, il était relâché et on lui proposait soit de rester habiter avec lui en tant que concitoyen, d'égal à égal, ou bien on lui donnait un peu d'argent pour qu'il rentre chez lui. Donc tout cela a été massacré et on est entré dans une gouvernance de type mongol, verticale, cruelle, autoritaire, ultra efficace, ça il n'y a pas de doute. C'est ce qui a permis à la Russie de survivre par la suite, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, mais en même temps, ça a été un basculement dans l'imaginaire même politique de l'État russe. On a quitté l'État un peu égalitaire, un peu rayonnant, civilisationnel, pour entrer dans un État vertical, centralisateur et par moments cruel, quand il le fallait, comme à l'époque d'Ivan IV, Ivan le Terrible. Staline, plus tardivement. Moi, j'avais une question par rapport à la culture mongole. Alors, comme vous avez bien précisé, les Mongols sont pas restés sur place, ils imposaient un tribut, et si les princes ne payaient pas le tribut, ils avaient vite fait soit de se faire torturer, mais ils ne pourraient pas se rebeller contre les Mongols. Oui. La culture mongole, la culture du langage et la culture des coutumes, est-ce qu'elle a imprégné la culture russe? Et à quel point? De manière extrêmement marginale. Alors, il y a quelques mots mongols qui sont rentrés dans la langue russe. Par exemple, le mot argent, pour désigner l'argent, en russe, on dit diengi. Diengi, denga, c'est un mot d'origine mongole. Par exemple, le mot pour désigner chien. Alors, je sais pas pourquoi chien, mais c'est chien. Le chien, se dit en russe sabaka. C'est un mot mongol. Donc, à part quelques mots dans le vocabulaire russe, l'influence mongole était quasi inexistante. Alors, il y a des bons côtés à la chose, et c'est peut-être même le fait des Mongols. Parce que les Mongols n'étaient pas des interventionnistes ils n'ont jamais cherché à acculturer les peuples qu'ils dominaient. Par exemple, quand ils ont vu que les Russes étaient orthodoxes chrétiens, les Mongols ont dit c'est votre problème, croyez en ce que vous voulez, tant que vous payez l'impôt, on se fiche pas mal de qui vous adorez. Et donc, ça a permis à l'orthodoxie russe de survivre. Parce qu'en face, quand les catholiques dominaient un territoire orthodoxe, tout le monde devenait catholique au bout de 2 générations. Ils n'avaient pas le choix. Les Mongols, c'était pas du tout le cas. Donc, ils ne s'ingéraient pas dans les affaires religieuses. Le métropolite était respecté par le khan mongol.
Donc il y avait une forme de respect religieux. Donc ça, on ne peut pas le nier. Et puis le fait même d'avoir délégué totalement la gestion économique, patrimoniale et fiscale de la chose, fait que les Mongols n'avaient que très très peu d'influence, parce qu'ils étaient quasiment absents. Ils n'intervenaient que pour réaliser des raids ou pour aller capturer un prince et l'écarteler ou l'écorcher. Donc, globalement, il n'y a pas de risque que leur culture, si on peut parler de culture, puisse influencer la culture russe. Après, le malheur, c'est que les Mongols ont totalement déconnecté la Russie de l'Europe. Parce qu'ils avaient instauré une interdiction de commercer avec d'autres puissances sans avoir obtenu l'aval des Mongols. Un aval qu'ils ne donnaient quasiment jamais. Ce qui fait que toutes les mutations, les changements institutionnels, les innovations techniques qu'a connu le monde occidental en Europe, notamment au début de la Renaissance, donc là on est début du XIVe, et même avant, vers le Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge, je comprends toujours, le bas Moyen-Âge et le haut Moyen-Âge. Donc le bas Moyen-Âge, c'est la fin du Moyen-Âge, c'est ça? Oui. Oui, c'est exactement ça. Voilà, donc vers le bas Moyen-Âge, donc la Russie a été totalement déconnectée de tout cela. Et donc ça a ajouté au côté décadence, au côté de perte civilisationnelle que la Russie a connu. Donc le seul impact culturel, ça a été au niveau de la gouvernance. Comment fonder un État de longue durée, nourrir ce qu'on appelle la volonté de longue durée, длинная воля, c'est-à-dire que quand les Mongols veulent, d'ailleurs les Mongols étaient appelés par les Russes les peuples à la longue volonté. Alors, je sais pas comment traduire, c'est un peu arbitraire. Pourquoi? Parce que quand les Mongols se fixent un objectif, ils peuvent échouer 20 fois, ils vont continuer à essayer. Si ça prend un siècle, ça prend un siècle, il n'y a pas de problème. Ça peut durer autant que ça va durer, mais on va atteindre notre objectif, quoi qu'il arrive. Donc les Russes vont intégrer ces dimensions-là auprès des Mongols. Ce qui fait que d'ailleurs, il y a quelques mois, on avait vu Medine, qui est le diplomate chargé de négocier avec la délégation ukrainienne, qui avait été nommé par Poutine. Ben, il a dit, nous, on n'a pas de problème, on a déjà fait des guerres qui ont duré plus de 30 ans, notamment la guerre de Livonie. Donc on n'est pas pressé de finir la guerre en Ukraine. Ça peut durer 30 ans, sous-entendu 35 ans, 25 ans. C'est ça la volonté de longue durée. On n'est pas dans le court-termisme, on est dans un objectif. Si on a jugé qu'il est existentiel, ben, ça prendra le temps que ça prendra. 20 ans, 30 ans, un siècle, c'est pas grave. Donc ça, c'est une influence, un héritage culturel mongol, oui, avec la verticalité. Donc la force de la longue volonté, c'est un héritage mongol, c'est bien ça? Tout à fait, les Slaves n'ont jamais connu ça de leur histoire. D'accord. Et il est aussi important de préciser que l'Église a été complètement épargnée par les Mongols. Et les Mongols se sont servis de l'influence de l'Église pour légitimer les actions des Mongols. Tout à fait, surtout pour gérer et empêcher les révoltes des populations et des paysans. Donc le rôle des popes était de dire aux paysans, c'est la volonté de Dieu, Dieu nous punit pour nos péchés, il faut donc payer l'impôt. C'est un peu ça le rôle des popes. Et d'ailleurs, je me suis posé la question en lisant votre livre, comment ça a été perçu par les princes et la population, ce genre de choses, déjà sur le moment et par la suite? Comment ça a été... Par rapport à quoi? Par rapport au fait que les catholiques, les orthodoxes ont prié pour la vie et la santé du Khan et qui ont dit que les Mongols étaient, je ne sais pas s'ils ont dit ça comme ça, mais si c'était un bien divin ou quelque chose dans le genre. Alors l'idée que les Mongols seraient un fléau divin, ça c'est une idée qui était répandue à l'époque, même dans le monde catholique et dans le monde musulman. Le monde musulman était en grande partie raté par les Mongols. Il n'y a que l'Égypte qui était dirigée par les Mamelouks qui a survécu et qui a battu les Mongols d'ailleurs dans une bataille qui s'appelle la Injalut. Mais globalement, tout le monde a interprété l'invasion mongole comme étant un fléau divin, un peu comme Attila, qui a été surnommé le fléau de Dieu à l'époque de l'invasion des Huns. Donc c'était dans l'air du temps. À l'époque, on interprétait tout de manière théologique. Oui, bien sûr. Donc un tremblement de terre, un volcan, c'est la volonté de Dieu. Donc les Mongols, c'est à peu près la même chose. Alors pour la population. Alors pour les princes, c'est un peu différent. Alors la première génération de princes qui a été soumise par les Mongols, il n'avait pas trop le choix. Donc on était encore sous le choc de l'invasion mongole et le but était juste de survivre et donc de payer l'impôt pour maintenir un tout petit peu de souveraineté relative au sein de son fief. Donc il y avait déjà plus la Rus de Kiev, mais il y avait plusieurs principautés qui étaient devenues indépendantes. Mais plus on avance dans la domination mongole, plus on voit une génération de princes apparaître qui commence en secret à nourrir l'idée d'une émancipation vis-à-vis des Mongols, à travers un double jeu, où en même temps ils simulent
qu'ils sont soumis aux Mongols, mais en même temps, ils ont un agenda caché où ils commencent à agrandir leur fief au détriment de leurs voisins, notamment la Moscovie, avec le prince Ivan Kalita, qui va récolter l'impôt, certes, mais qui va pas tout donner aux Mongols, il va toujours se laisser un petit pécule, pour pouvoir acheter des fiefs et agrandir avec à terme l'idée d'une éventuelle émancipation. Donc c'est au bout de la 3e génération de princes, on a commencé à avoir cette idée-là. D'autant plus que faut comprendre également que la Horde d'Or n'a pas toujours été à son apogée, qu'elle a elle-même connu un déclin, notamment des luttes intestines. À chaque fois qu'un khan mourait, c'était la guerre entre les héritiers, entre ses fils. Et donc les Russes ont commencé à percevoir un début de fragilité au sein de la Horde d'Or. En même temps qu'ils commençaient à reprendre du poil, à commencer à retrouver une santé économique, à croître démographiquement. Et donc, dans l'inconscient collectif de la Rousse, un siècle après le premier choc mongol, a commencé à apparaître l'idée qu'il n'était pas tout à fait impossible qu'à terme on puisse chasser les Mongols et s'émanciper des Mongols. Ce qui va se concrétiser avec la bataille de Kulikovo, dirigée par le prince Yuri Dolgorouki. Et puis par la suite, avec Ivan III. Ivan III, ça va être la rupture définitive avec les Mongols. On arrête de payer l'impôt et la Rousse s'émancipe des Mongols. Mais l'idée a commencé à germer vers le 14e siècle. Début 14e, fin 13e siècle. Et en parlant de cataclysme, la perte d'influence des Mongols coïncide aussi avec la peste noire. En fait, la peste noire, elle a affaibli tout le monde. C'est ça le paradoxe. Sachant que la Rousse a été la dernière touchée, pour différentes raisons. Alors, premièrement, d'après les historiens, la peste noire de l'époque était apparue dans la région de l'actuelle Crimée, puisque les Mongols avaient assiégé la petite ville comptoir de Kaffa, qui était contrôlée par les Génois. Et quand les Génois ont évacué la ville pour rentrer chez eux, ils ont emporté la peste avec eux. Parce que les Mongols, lorsqu'ils ont vu la peste commencer à se répandre dans leur propre rang, ils ont commencé à catapulter des cadavres infestés de peste à l'intérieur de la cité qu'ils assiégeaient. Donc les Génois ont été contaminés, ils sont allés à Gênes, puis de Gênes vers la France, vers la Germanie, l'Allemagne, etc. Et donc la peste a traversé toute l'Europe et il est venu à la Rousse par Novgorod, qui était la fenêtre marchande du monde de la Rousse sur la Baltique. Et donc c'est à la fin de la parenthèse de la peste en Europe, que la Rousse a été touchée. Donc elle a épargné personne, c'est-à-dire ni les Mongols ni la Rousse. Donc je ne sais pas dans quelle mesure la peste aurait affaibli les Mongols de telle sorte à ce que les Russes en ont profité, je ne sais pas. Mais elle a affaibli tout le monde, peut-être que ça a joué à terme en faveur de la Rousse, mais pas de manière directe, pas de manière claire. Oui, parce qu'ils ont été touchés également, oui. On comprend. Tout à fait. Donc maintenant, on va passer parce qu'une fois qu'on a fini cette partie-là, après on va pouvoir avoir les questions des auditeurs. Ce qui moi m'a vraiment beaucoup plu, c'est la succession des princes à la sortie de l'empire, de la sortie du joug de l'empire mongol, jusqu'à Vladimir Poutine. Alors on n'est pas obligé de faire tous les princes en question, mais par contre si on peut faire d'une manière qui moi m'a plu, c'est les archétypes des princes et le rôle qu'ils ont joué pour fonder la Russie comme on la connaît aujourd'hui. À la fin du livre, j'ai élaboré un tableau qui comprend 4 archétypes majeurs qui correspondent à des profils politiques et géopolitiques pour chaque époque, mais qui sont des profils universels dans l'histoire de la Russie, d'où le fait que je parle d'archétypes. Par exemple, Ivan III. Quand Ivan III est nommé grand prince, qu'il épouse la princesse byzantine, qu'il intègre l'emblème byzantin, que Moscou devient 3e Rome, il se donne pour mission de rassembler les terres russes. Donc là, on est dans une forme de messianisme national où tous les territoires slaves, orthodoxes, sous domination polonaise, lituanienne, etc., doivent revenir dans le giron de la Rousse. Et donc, à l'époque déjà, on trouve des similitudes avec la rhétorique de la Russie actuelle, notamment avec Vladimir Poutine. Parce que l'idée de monde russe, qui est un peu l'idéologie officielle actuelle de la Russie, consiste à dire que la Russie n'est pas qu'un État, elle est également une civilisation. Et qu'en tant que civilisation, elle déborde les frontières politiques de l'État russe. Et donc, les Russes ethniques, culturels et civilisationnels qui habitent en Ukraine, qui habitent au Kazakhstan, qui habitent dans les pays baltes, doivent revenir dans le giron de la Russie. Un peu comme Ivan III avait dit aux Polonais, aux Lituaniens,
que vous occupez des terres russes, avec une population russe qui est la mienne et qui est la nôtre. Et donc, toutes les guerres menées par Ivan III, qui vont être globalement victorieuses, pas toutes, mais globalement, vont consister à réintégrer les anciens territoires de la Rousse qui ont été grignotés par les Polonais et les Lituaniens, qui ont entre autres profité de l'affaiblissement de la Rousse sur l'invasion mongole. Donc Ivan III, Poutine, le Poutine d'après la conférence de Vélic, pas le Poutine d'avant, il y a une similitude, donc c'est un peu l'archétype Poutine, porte en lui l'archétype d'Ivan III. L'autre archétype, c'est le tyran, c'est le père fouetteur ou fouettard, le père tyrannique, c'est Ivan IV, l'archétype d'Ivan IV. Comme on va retrouver sous différentes formes, de manière claire sous Staline, Staline est un tsar, et c'est l'archétype, l'incarnation de l'archétype d'Ivan IV, avec énormément de similitudes, dont une paranoïa maladive, dont une cruauté justifiée par un discours messianique. Alors dans le cas d'Ivan IV, c'était par la volonté de Dieu, dans le cas de Staline, c'était par la volonté de la raison dans l'histoire et du marxisme, etc. L'autre similitude, c'est que Staline lui-même se revendiquait d'Ivan IV. Il disait que pour lui, Ivan IV incarnait l'homme politique parfait. Et il disait qu'il n'avait qu'un seul défaut, c'est qu'il croyait en Dieu, en parlant d'Ivan IV. Parce qu'Ivan IV avait quand même quelques scrupules et il a même regretté beaucoup de choses qu'il a faites vers la fin de sa vie, ce que Staline n'a pas fait. Et Pierre le Grand, alors c'est pas tout à fait le tyran oriental comme Ivan IV ou comme Staline, car je rappelle que Staline est géorgien, et de ce point de vue il est oriental, et il est mongol également dans sa manière de régner. Mais Pierre le Grand a également été un tyran. Il avait en lui un peu de cet archétype-là. C'est-à-dire qu'au nom d'une idée supérieure, c'est-à-dire l'occidentalisation et la modernisation de la Russie, je n'ai aucun problème à écraser en propre comme en sens figuré tous les gens qui se mettront au travers de mon chemin. Donc ça, c'est l'archétype du tyran qui apparaît de manière cyclique dans l'histoire de la Russie. Le troisième archétype, c'est l'usurpateur ou le faux Dmitri. C'était à l'époque, après la mort de Boris Godunov, qui a été le premier tsar élu par les boyards, parce que quand Fyodor, le fils d'Ivan IV, meurt, il n'a pas d'héritier, c'est le dernier des Rurikides, de la dynastie des Rurikides. Et donc, il fallait trouver un moyen de nommer un tsar. Et donc, ils ont élu Boris Godunov. Pourquoi je parle? Oui, alors, quand Boris Godunov meurt, il y a vers la fin de la vie de Boris Godunov, il y a une polémique qui a commencé à enfler, puisqu'il y a un certain moine qui a dit que je suis un héritier de Fyodor, et donc je suis le dernier de la lignée des Rurikides, et que Boris Godunov a voulu me tuer quand j'étais enfant, et que ma mère, ayant appris cela, a mis à ma place un autre enfant. Donc vous croyez que Dmitri est mort? Non, il n'est pas mort, c'est moi Dmitri, et le trône me revient en tant qu'héritier des Rurikides. Bon, bien sûr, c'est un usurpateur. Il va être soutenu par les Polonais, finalement il va réussir à prendre Moscou, et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être le young leader de l'époque, un peu comme Macron, le Macron de l'époque. Il va libéraliser, il va combattre les coutumes et les mœurs orthodoxes, il va changer le nom des institutions, donc on va plus parler de Douma, mais on va parler de Sénat. Il va vouloir encourager l'implantation des Polonais et du catholicisme, enfin de la Rousse, jusqu'au moment où les Russes en ont marre et se révoltent, guidés par l'Église orthodoxe contre Dmitri qui finissent par tuer. Donc c'est un peu l'usurpateur, celui qui permet à une puissance occidentale de mettre la main sur la Russie. Naturellement, le parallèle, c'est avec Yeltsin. Yeltsin et le faux Dmitri. C'est celui qui a liquidé la souveraineté a failli liquider totalement la souveraineté de la Russie. C'est celui qui a ouvert la porte aux Américains. Je rappelle que comme Dmitri a fait venir des juristes polonais pour écrire les lois pour la Russie, Boris Yeltsin a fait venir des consultants de McKinsey, mais également des experts affiliés à la CIA, qui logeaient dans les ministères russes de l'époque pour leur écrire les lois, les statuts et même la constitution. Donc il y a plein de parallèles extrêmement frappants. Donc on a tous ces archétypes-là, avec celui de Pierre Ier qui est à mi-chemin entre l'usurpateur et le tyran, qui réapparaissent de manière cyclique dans l'histoire de la Russie. Donc là actuellement, avec Poutine, on a Ivan III. Avant lui, on a Yeltsin, l'usurpateur. Là, peut-être qu'on aura droit prochainement au tyran, peut-être un nouveau Ivan IV ou un nouveau Staline après Poutine. Ou peut-être, pourquoi pas, un Pierre Ier, Pierre le Grand. Mais c'est une cyclicité qui apparaît dans l'histoire de la Russie, qui est d'ailleurs dictée par
par un diagramme que je mets également à la fin du livre, à côté du tableau, où je montre les deux axes qui structurent la cyclicité de l'imaginaire russe. Il y a l'axe vertical dont les deux extrêmes sont d'un côté le côté bordélique des Slaves, clanique, égalitaire, qui refuse toute hiérarchie et toute autorité, et l'autre extrême, c'est la verticalité et la tyrannie mongole. Et donc l'État russe oscille entre ces deux extrêmes tout au long de son histoire. Quand il va vers la tyrannie, eh ben, il commence à nourrir une nostalgie de liberté, etc. Il fout en l'air la souveraineté, il retrouve le côté bordélique des Slaves, et puis il se dit, ah bah c'était bien quand même la tyrannie. Et donc on cherche un nouveau tyran, et on va à nouveau vers la tyrannie. Et donc c'est un aller-retour permanent entre les deux. L'autre axe, c'est le double tropisme culturel du monde russe, avec le tropisme oriental byzantin et le tropisme occidental latin, etc., moderne. Et comme on a deux axes, et ben naturellement, on a quatre cases. Et ces quatre cases, on peut les dessiner sous la forme d'un cercle où l'imaginaire politique russe se déplace à l'intérieur des quatre cases, c'est-à-dire tout au long des deux axes. Et donc, on aura par exemple un niveau 4, c'est le tropisme oriental avec la verticalité mongole. On aura par exemple Staline, ça va être la tyrannie mongole, mais avec un côté occidental, car je rappelle que le marxisme est une forme de modernité, qu'elle est venue de l'Occident, etc. Vladimir Poutine ou Ivan III vont être situés à mi-chemin entre le côté bordélique des Slaves et le côté tyrannique, légèrement plus proche de la tyrannie que du côté bordélique, mais avec un tropisme légèrement oriental, sachant que Poutine a commencé avec un tropisme occidental. Je rappelle que Poutine voulait intégrer l'OTAN, voulait intégrer l'Union européenne. Ce n'est que par la suite que l'histoire l'a amené à incarner, malgré lui au début, sa propre destinée, c'est-à-dire celle d'incarner l'archétype d'Ivan III. Et donc là, aujourd'hui, Poutine se situe à peu près au même endroit dans le diagramme qu'Ivan III. Voilà, donc n'importe quel dirigeant russe, on peut les situer par rapport à ces deux axes, et donc ça permet d'avoir les quatre archétypes dominants dans l'imaginaire politique. Parfait, vous avez fait un très bon résumé de votre livre. Avant de passer aux questions des auditeurs, moi j'avais une question. Comment la culture française s'est-elle implantée en Russie ? Parce que dans votre livre, vous parlez beaucoup des modifications architecturales après les Mongols, qui étaient des Italiens ou qui pouvaient être allemands ou qui pouvaient être danois, mais pas du tout de culture française tout au long de l'histoire russe. Et pourtant, il semble qu'il y a eu une grande influence à un moment donné. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît ? Alors, pourquoi les Italiens en particulier ? Ça, il faut remonter à la dernière princesse byzantine, Sofia Paléologue. Parce que lorsqu'elle est venue à Moscou et qu'elle a épousé Ivan III, elle n'arrivait pas à s'acclimater, premièrement au climat de Moscou, qui n'avait rien à voir avec Rome, et pareil l'architecture. Pour elle, c'était une architecture primitive barbare. Et donc, elle a proposé à Ivan III de faire venir des artisans et des architectes italiens qu'elle connaissait personnellement durant son vécu à Rome, parce qu'elle a grandi à Rome. Elle a passé toute sa vie à Rome avant d'épouser Ivan III. Et donc, c'est elle qui a introduit les Italiens à Moscou pour bâtir les premières cathédrales de pierre que l'on retrouve aujourd'hui à côté de la Place Rouge. C'est un magnifique endroit avec des cathédrales tout simplement sublimes, dont une partie a été bâtie à l'époque d'Ivan III par des architectes italiens suite à l'intervention de Sofia Paléologue. Et depuis, l'italien est devenu synonyme d'architecte. Et donc tous les tsars ou les grands princes et tsars qui vont venir après vont systématiquement avoir pour réflexe de faire venir des Italiens et puis marginalement, effectivement, des Danois, etc. Mais c'était principalement des Italiens. Alors, les Allemands vont être appelés pour former l'armée russe à l'artillerie. Donc, il y aura des spécialités. Alors, pour la France, c'est venu très tardivement. C'est venu après Pierre Ier. Et avec l'occidentalisation de la Russie et l'âge d'or philosophique de la France, avec de Lumière, avec Voltaire, sachant qu'il y avait une correspondance entre certains philosophes français comme Voltaire et l'impératrice de Russie, jusqu'au point où le français était devenu la langue de la cour. Donc en fait, quand on parle de l'époque d'Ivan III, la France n'était pas à son apogée civilisationnel. Elle était une grande puissance, un royaume extrêmement puissant, mais elle n'avait pas le rayonnement qu'elle aura au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle est français de ce point de vue, du point de vue philosophique, du point de vue de la culture, de la connaissance, etc. Et donc, c'est venu à ce moment-là. Mais avant, ça ne pouvait pas venir parce que, comme j'ai dit, le point de départ, c'est Sofia Paléologue qui a introduit les architectes italiens. Qui vont par la suite disparaître parce que les architectes et les artisans russes
vont apprendre des Italiens à faire eux-mêmes ce que les Italiens faisaient. Et donc, la plupart des cathédrales qui vont être bâties par la suite, à partir du XVe siècle, notamment à l'époque d'Ivan IV, vont être faites par des architectes russes et plus par des Italiens. Je vous remercie. Écoutez, on parle bien entendu du livre Comprendre la Russie de Rachid Achachi, édité aux éditions Contre-Culture. Vous pouvez l'acheter sur le site, bien entendu. Vous connaissez l'adresse. Et puis, on va pouvoir ouvrir le micro. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, qu'ils aient lu ou pas le livre d'ailleurs? Moi, j'ai une petite question pour vous, Rachid. Oui. Alain Soral, donc le fondateur des éditions Contre-Culture, a souvent fait la remarque que le peuple russe était un peuple frère du peuple français. Je ne vous cache pas qu'en lisant le livre, je n'arrive pas à trouver ce point de jonction. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette remarque? C'est compliqué parce que c'est venu tardivement. Premièrement, c'est venu par le haut et pas par le bas. C'est venu par l'élite russe, notamment les impératrices, alors Catherine la Grande, etc. Il y avait des correspondances, comme j'ai dit, avec les philosophes français. Et naturellement, quand le français devient la langue de la cour, eh bien, il y a un effet de prestige qui fait que ça se diffuse vers le bas au niveau des différentes strates intermédiaires. Et donc, la langue française devient synonyme de grandeur, de culture, de rayonnement, de civilisation. Donc, elle acquiert un statut très particulier. Et puis, par la suite, jusqu'à Nicolas II, c'est-à-dire de Catherine la Grande jusqu'à Nicolas II, faut pas oublier que les livres circulent et que les théories propres aux philosophes des Lumières vont circuler en Russie, ne vont pas être interdites dans un premier temps. Et les Russes découvrent le côté égalitaire des Français. Parce que je rappelle que la Révolution française se fera selon le principe d'égalité, enfin de liberté et fraternité, mais le principe central est l'égalité. Et les Russes sont un peuple ontologiquement égalitaire, paradoxalement. C'est-à-dire que politiquement, ils sont inégalitaires, avec une idée de verticalité de pouvoir, etc. Mais populairement, l'égalité est une valeur centrale. D'où le fait que les bolcheviks ont réussi à toucher le cœur des Russes. Même s'ils l'ont fait pour d'autres raisons, avec les massacres. Moi, je ne suis pas bolchevique, je ne défendrai jamais les bolcheviks. Mais leur discours a résonné parce qu'il a trouvé un terrain favorable. C'est-à-dire un attachement farouche au principe d'égalité qui remonte aux racines slaves les plus profondes, à la logique clanique égalitaire des Slaves. Et donc, quand les Russes découvrent en miroir, par un effet de miroir, que les Français, dont la langue est la langue de la cour impériale, de la philosophie, et qu'en plus c'est un peuple égalitaire, naturellement, il y a des affinités qui se sont développées. D'où le fait qu'aujourd'hui, quand je parle aux Russes, quand je vais en Russie, ils sont choqués par le positionnement de l'État français. Ils ne comprennent pas. Ils se sont trahis. Parce qu'ils ont grandi avec un imaginaire où même si on s'est fait des guerres à l'époque napoléonienne, même s'il y a eu tout ça, mais les peuples sont des peuples frères. Que globalement, les guerres, c'était des guerres politiques, c'était pas des guerres civilisationnelles. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a une totale incompréhension au niveau du peuple russe par rapport au positionnement de l'État français. D'autant plus que ça s'est toujours confirmé. À l'époque de Gaulle, il y avait de très bonnes relations avec la France. Et même avant De Gaulle. Donc là, on est effectivement dans une rupture qui confirme cette idée de similitude autour du principe d'égalité ou de fraternité entre le peuple français et le peuple russe. Alors certes, il y a des différences fondamentales entre les deux en termes d'imaginaire, de valeurs, mais concernant l'égalité et la soif de liberté et de souveraineté, ça, ils se rejoignent parfaitement, les deux peuples. Ça, c'est avéré. Oui, et puis la verticalité du pouvoir et la monarchie de droit divin. Moi, quand j'ai lu ces passages-là, je me suis immédiatement dit que ça ressemblait à quelque chose que je connaissais bien, c'est-à-dire la monarchie en France. J'ai vu beaucoup de similitudes, notamment aussi sur le fait que les Français, la France est un pays qui s'est battu contre tous ses voisins durant toute son histoire, et je pense qu'il y a aussi des similitudes dans l'adversité. Ça, oui. Oui, seulement, disons que le niveau de cruauté que les Russes ont dû subir est quand même largement supérieur. Heureusement pour les Français, je veux dire, je m'en réjouis pas. Mais c'est un constat. Alors, pour le cas de la France, alors je ne sais pas. Alors, j'ai lu beaucoup de livres sur l'histoire de France, la monarchie française, mais vous me confirmerez ou infirmerez ce que je vais dire. Mais dans le cas de la Russie, avant Pierre Ier, c'est-à-dire durant la dynastie des Rurikides jusqu'à Boris Godunov, et même durant le début des Romanov, le tsar n'était pas vu comme un roi lointain, céleste, tout providentiel, mais c'était vu comme un papa. D'ailleurs, en russe, à l'époque, ils disaient Batchushka tsar, c'est-à-dire papa, tsar. Batchushka, c'est littéralement papa, c'est pas père, c'est papa. Le tsar était une forme de père charnel. Il était proche même physiquement.
Le tsar sortait, par exemple Ivan IV était connu pour cela. Il sortait, il se mélangeait au peuple, il allait au marché, des gens pouvaient l'interpeller, on pouvait le toucher. Donc, il n'y avait pas ce côté divin dans le corps du roi. C'est un peu la thèse des deux corps du roi. En l'occurrence, il y avait un seul corps du point de vue des tsars. Mais le passage et le basculement du tsarat vers l'empire et l'occidentalisation de l'État russe va créer un gap et un éloignement entre le peuple russe habitué à voir un tsar comme étant un père proche, avec un pouvoir qui est devenu lointain, avec une capitale qu'il a créée, Saint-Pétersbourg, qui n'est plus Moscou, avec un palais qui est en dehors de la ville, un empereur que la plupart des Russes n'ont jamais vu, même qui habitent la même ville. Et donc ça a créé les germes de ce qui va provoquer la chute des Romanov avec Nicolas II. C'est que plus on avance dans l'occidentalisation de l'État russe, avec l'idée d'empire occidental, et ben plus l'éloignement entre le peuple russe et le pouvoir russe se consommait jusqu'à l'effondrement. Alors concernant les rois de France, je ne sais pas à quel point ils étaient proches du peuple, je veux dire physiquement, charnellement, je ne sais pas. Si c'est le cas, alors oui, effectivement, il y a de grandes similitudes. J'imagine que à l'époque de Philippe le Bel, on devait avoir cette proximité-là, mais peut-être que avec Louis XIV, on est entré dans le même schéma en Russie avec Pierre Ier, un éloignement entre l'État et le peuple. Parce qu'effectivement, Versailles, etc., on est dans un pouvoir qui devient une réalité parallèle au peuple et lointaine du peuple. Oui, effectivement, c'est une bonne remarque. Hotbot, je t'ai donné la parole, tu peux poser ta question. Oui, bonsoir à tous, bonsoir messieurs, Bonsoir. Dr Achachi. Merci à tous pour cet excellent space, c'était très intéressant. J'avoue que j'ai pas encore lu le livre de Monsieur Achachi, donc ma question est plus tournée sur l'actualité, mais est-ce que peut-être Monsieur Achachi peut nous donner quelques informations sur à quand remonte la relation entre le monde russe et le monde perse, quelles étaient la nature des échanges et puis l'évolution au fil des siècles pour faire un lien peut-être avec ce qu'on voit aujourd'hui, le rapprochement ou le soutien ou non de Vladimir Poutine. Voilà, c'était ma question, s'il vous plaît. Merci pour la question. Bon, Merci. déjà, le premier lien entre les deux remonte aux origines, puisque les deux sont d'origine indo-européenne et que les Perses et les Slaves sont deux branches d'une même famille civilisationnelle, les Indo-Européens. Seulement les Huns vont aller s'installer à l'ouest, les Perses et ce qui va devenir les Indiens d'Inde vont descendre vers le sud. Donc il y a une origine commune. Ce qui fait d'ailleurs que le perse n'est pas une langue sémitique, c'est une langue du point de vue de la structure beaucoup plus proche des langues latines que de l'arabe. Le vocabulaire est certes imprégné d'arabe, mais la structure elle est indo-européenne. Mais tout au long de l'histoire de l'État russe, il n'y a eu quasiment pas de lien extrêmement fort ou de relation extrêmement forte entre les deux, peut-être marchands ou commerçants, mais le premier lien frontal entre les deux ne va pas être joli à voir, ça va être l'expansionnisme de l'Empire russe qui va atteindre les frontières de la Perse et qui va prendre à la Perse un certain nombre de territoires, comme l'actuel Azerbaïdjan, qui va naître de l'éclatement de l'Union soviétique, qui était un territoire qui appartenait à la Perse, qui va être envahi par l'Empire russe. Donc là, on est fin 18e, début 19e, donc plutôt début 19e siècle. Donc il y a l'Azerbaïdjan, il y a le Daghestan, donc il y a un ensemble de territoires qui ont été arrachés à la Perse par l'Empire russe. D'où le fait que les Perses contemporains, malgré le rapprochement géopolitique avec la Russie, continuent de nourrir une forme de méfiance, certes cachée, mais qui est toujours là vis-à-vis de la Russie. C'est pas vu comme étant un État frère. C'est juste la conjoncture géopolitique qui fait qu'ils étaient obligés de se rapprocher. Et pareil, la Russie traite avec l'Iran et l'aide l'Iran dans une certaine mesure, mais va pas se mouiller pour l'Iran. C'est pas vu comme étant un peuple frère ou un peuple extrêmement proche. Malheureusement, j'aurais aimé que ce soit des peuples frères. Mais c'est pas des peuples ennemis non plus. Mais disons que le passif de l'expansionnisme de l'Empire russe a laissé des marques dans l'imaginaire des Perses. Parce qu'ils ont perdu des territoires au profit de l'Empire russe. Très bien, merci beaucoup pour votre retour, merci, c'est très clair. Une autre personne veut poser une question. Merci beaucoup, Hotbot, pour votre question, elle était très intéressante. Je crois qu'il y a Mehmet Ildiz qui demande la parole. Mais je ne sais pas s'il l'a déjà. Mon ami Mehmet. Bonsoir tout le monde.
J'ai une question un peu, j'aimerais mixer quelque chose entre une question géopolitique. Oui. Alors, culturellement, donc Constantinople, actuel Istanbul, le berceau de l'orthodoxie orientale. Et après la chute de l'Empire byzantin en 1453, Russie s'est positionnée comme l'héritière spirituelle de Byzance. Et donc, tu disais aussi le concept de Moscou, après Rome et Constantinople, a émergé au XVIe siècle. Et la Russie était la protectrice de la foi orthodoxe vraie, qui a nourri un sentiment de mission divine. Constantinople, ça signifie restaurer l'unité orthodoxe et protéger les chrétiens orthodoxes sous domination ottomane. Et donc la question, elle porte sur l'aspect culturel qui est lié à la géopolitique. Istanbul contrôle les détroits du Bosphore et des Dardanelles. Et pour la Russie, historiquement, représente un rêve millénaire d'accès au est essentiel pour le commerce et la puissance navale. Ce désir, il a été calculé guerre turque en 1877 et pendant la Première Guerre mondiale, promis Constantinople à la Russie avec l'accord de Constantinople en 1915. Aujourd'hui, cette aspiration, c'est pas une revendication officielle évidemment, mais disons que ça ressurgit dans les discours nationalistes dès qu'il y a des tensions géopolitiques autour de la mer Noire, de l'Ukraine. Donc on a certains intellectuels russes qui invoquent l'État byzantin pour justifier une influence régionale. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que cette question quelque chose de populaire chez les Russes? Je veux dire, est-ce que les Russes du quotidien, rêvent d'une conquête? C'est présent dans l'esprit ou c'est quelque chose de très marginal? Merci et bonne continuation. Merci pour la question, Ahmed. Alors non, au niveau du peuple, les gens s'en fichent royalement, pour la plupart, pour les Russes du quotidien. C'est pas une question qui les travaille, mais effectivement, pour une minorité monarchiste de type orthodoxe, c'est une question qui est fondamentale. Notamment, l'un des rares oligarques à ne pas être de la religion de lumière, mais à être orthodoxe, je parle de Malofeev, lui, il nourrit, il cherche à faire renaître cette idée selon laquelle la Russie devrait restaurer l'héritage byzantin, même géographiquement, avec l'idée de Constantinople comme étant l'épicentre qui doit revenir dans les girons du monde orthodoxe. Et d'ailleurs, c'est l'un des principaux soutiens d'Alexandre Dugin. Il a créé une chaîne TV avec des studios extraordinaires, et la chaîne s'appelle Tsargrad. Et Tsargrad était le nom que les premiers Slaves donnaient à Constantinople, c'est-à-dire la reine des villes. Donc c'est pas anodin qu'il crée une chaîne et qu'il appelle littéralement Constantinople. Donc on est dans cette perspective-là, mais c'est extrêmement marginal. À tel point que même au sein de l'élite dirigeante russe, quand Erdogan a décidé de convertir ou de reconvertir Hagia Sophia en mosquée, qui normalement devait créer un tollé dans le monde orthodoxe, globalement du côté de Moscou, on n'a pas entendu des condamnations véhémentes, etc. Donc disons que pour la majorité des élites russes, c'est une question qui n'existe pas ou qui est secondaire, sauf pour la minorité monarchiste de type orthodoxe, qui continue de lutter. Mais effectivement, dans l'histoire de la Russie, Istanbul, d'ailleurs je rappelle, et sous ton contrôle, Mehmet, que même les Ottomans eux-mêmes n'ont pas cessé d'appeler la ville Constantinople. Et que Istanbul, c'est un nom qui est venu très tardivement, et que Istanbul désignait tout simplement le quartier ancien de la ville ou un truc comme ça. Mais même les Ottomans l'appelaient Constantinople. Le nom n'avait pas changé. Ouais. D'ailleurs, les Ottomans aussi se revendiquent comme étant la suite de Rome. Ils sont aussi dans cette dynamique de continuité d'empire. Ça n'est pas un nouvel empire. Nous avons pris quelque chose et nous continuons cette chose-là avec une autre couleur. Tout à fait. D'ailleurs, même au niveau architectural, toutes les mosquées qui ont été bâties par les Ottomans vont prendre pour modèle Hagia Sophia.
ce qui implique une forme de respect et d'admiration devant la culture qu'ils ont certes conquise militairement, mais qui ont été conquis par elle culturellement en quelque sorte. Et même l'aura du sultan ottoman, c'est le prolongement de l'aura du Basileus et de l'empereur de Constantinople. Tu as parfaitement raison de le rappeler. Alors pour revenir à la ville en elle-même, alors effectivement dans l'histoire de la Russie, il a eu une centralité, mais à chaque fois de manière différente. Alors à l'époque d'Alexis Ier, donc là on est au XVIIe, le patriarche de Moscou à l'époque, qui s'appelait Nikon, avait une influence extrêmement forte sur le tsar, sur Alexis Ier. Et Nikon avait constaté que l'orthodoxie russe avait, s'était développée selon une trajectoire différente de celle de l'orthodoxie grecque. À tel point que le dogme, par exemple, le signe de croix, le signe de la croix, les orthodoxes le faisaient avec 2 doigts, alors que les catholiques et les orthodoxes grecs le font avec 3 doigts. Alors, ça peut paraître banal aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une question de salut. Parce que si tu fais le signe de croix de manière erronée, t'es pas chrétien. Et Nikon voulait helléniser l'orthodoxie slave, l'orthodoxie russe, pour la rendre conforme à l'orthodoxie grecque. Et il va tenter d'imposer le signe de croix avec 3 doigts au lieu de 2 doigts. Pareil, il y avait des mots dans les évangiles qui avaient été traduits à l'époque de Vladimir Ier avec une phonétique donnée, alors que chez les Grecs, ils étaient écrits avec une phonétique différente. Par exemple, Jésus, Jesus. Est-ce que ça s'écrit avec un seul I ou 2 I? Là encore, ça paraît banal aujourd'hui, mais à l'époque, c'était important, parce que c'était la Sainte Écriture, etc. Et donc, quand Nikon va convaincre le tsar Alexis Ier de mener une réforme pour homogénéiser la foi orthodoxe, pour que les Russes aient la même foi dans les moindres détails que les Grecs, eh ben, une partie de la population russe s'est révoltée, parce qu'elle s'est dite attachée à la tradition de leurs parents, de leurs grands-parents. Parce que si le fait de faire comme ça fait de nous des hérétiques, alors tous nos grands-parents et nos arrière-grands-parents étaient des hérétiques. Donc notre foi slave, elle est correcte, on n'a pas à ressembler aux Grecs. Mais, bon, et ça va donner ce qu'on appelle aujourd'hui des vieux croyants. C'est-à-dire ceux qui vont rester dans l'ancien dogme et qui vont refuser les réformes de Nikon sont ceux qu'on appelle aujourd'hui des vieux croyants. Tandis que les autres, ça va être ceux qui vont se conformer aux réformes de Nikon. Alors pourquoi Nikon voulait faire tout ça? Moi, je pense qu'il se fichait pas mal de 2 doigts ou de 3 doigts. Ce qu'il cherchait à faire, c'était de préparer le terrain à une unification politique du monde orthodoxe. Or, pour que cette unification puisse se faire, il faut déjà que l'orthodoxie des Slaves soit la même que celle de tous les autres orthodoxes, afin que Moscou soit accepté comme étant l'épicentre politique du monde orthodoxe. Et dans cette volonté de réintégrer tous les orthodoxes de la planète sous l'autorité du tsar de Moscou, Nikon va fomenter un complot avec le patriarche de Constantinople en lui disant « Je vais essayer de convaincre Alexis Ier d'enclencher une guerre contre les Ottomans pour marcher sur Constantinople. Et de ton côté, quand les armées du tsar vont s'approcher de Constantinople, tu devras organiser une révolte au sein de la ville et tuer les garnisons turcs, etc. » Sachant que Constantinople au XVIIe siècle, le fond de population était encore majoritairement grec. Il ne faut pas croire que les Turcs ont viré tout le monde et sont venus habiter à la place des Grecs. Donc c'était des Grecs qui étaient soumis à l'autorité ottomane, mais étaient encore orthodoxes. La conversion va venir graduellement à l'islam. Alors quand Nikon va tenter de convaincre Alexis Ier, naturellement Alexis Ier l'a envoyé balader, on va dire mais t'es malade, l'Empire ottoman c'était la superpuissance de l'époque. Et la Russie n'avait ni les moyens, ni la volonté d'entrer en guerre avec l'Empire ottoman. Mais l'idée était là, l'idée de reconquérir Constantinople d'un point de vue religieux, métaphysique, et avec un projet politique derrière. Deuxième moment, avec Pierre Ier. Alors Pierre Ier a compris que le centre de gravité de la puissance dans le XVIIe, XVIIIe siècle, c'était la mer, le contrôle de la mer. Le commerce passait par là, les idées voyageaient par là, tout passait par la mer. Et la Russie était un pays grandement enclavé, avec quasiment aucune ouverture sur les mers chaudes. D'où le fait que les premières guerres que va mener Pierre Ier, ça va être contre la Suède, afin de s'ouvrir, obtenir une fenêtre sur la mer Baltique. Il va gagner la guerre contre la Suède et il va fonder Saint-Pétersbourg et il a déplacé la capitale là-bas, c'est-à-dire que le centre de gravité de la Russie doit correspondre au centre de gravité du monde, c'est-à-dire l'océan, la mer. Et donc il a une fenêtre sur la Baltique et puis par là sur l'Atlantique. Mais il voulait une deuxième fenêtre.
Et c'était vers le sud, vers la mer Noire, puis vers la Méditerranée. Et donc, à partir de Pierre Ier, on aura plusieurs dizaines de guerres. Certains ont compté, ils parlent de 33 guerres entre l'Empire russe et l'Empire ottoman. La plupart ont été gagnées par l'Empire russe, qui vont se traduire par une poussée de plus en plus permanente vers le sud, vers la Crimée, et puis vers les Balkans, pour se diriger vers Constantinople. Et ça aurait pu aboutir, si ce n'est l'intervention des Français et des Anglais aux côtés des Turcs durant la guerre de Crimée, avec la bataille et le siège de Sébastopol. Donc cette alliance a mis un coup de frein à l'avancée de l'Empire russe vers Constantinople. Mais là, c'était plus religieux du tout, c'était principalement politique et marchand, commerçant, pour accéder aux mers chaudes et à la mer Noire. Depuis la fin de l'Empire russe et avec les bolcheviks, on est entré par la suite dans la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, la Turquie a intégré l'OTAN et elle a perdu de cette centralité. Et plus on avance dans le temps, plus la dimension religieuse s'efface au profit de calculs pragmatiques. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a eu un droit de la mer qui régit le fonctionnement des détroits et que la Turquie ne veut pas faire ce qu'elle veut avec le détroit du Bosphore parce que c'est régi par le droit international. Donc, globalement, elle ne peut pas se permettre, juste comme ça, sur un coup de tête, d'interdire en Amérique le passer. Donc, le contexte a changé et la centralité d'Istanbul ou de Constantinople a également changé. Aujourd'hui, elle a un poids secondaire au sein de l'élite russe autant qu'au niveau de la population russe. Sauf, comme j'ai dit, au niveau des minorités. Notamment pour Alexandre Dogin, Malafé et certains autres. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou je peux reposer une question s'il n'y a personne? Moi, ça me va, hein, j'ai plein de questions. Le livre était très intéressant. Non, j'en ai une, Rachid, parce que, il est vrai que votre livre traite de l'histoire hein, de la Russie, mais le monde contemporain, c'est vachement élargi. Quelle est la relation des Russes vis-à-vis des Anglo-Saxons, et particulièrement des États-Unis et des Américains? Alors, si on parle des Anglais en particulier ou des Britanniques, il y a un mépris profond, qui d'ailleurs est réciproque, j'imagine, que les Britanniques ont toujours été un acteur clé dans la déstabilisation de la Russie, même en Ukraine actuellement. Vous voyez le lien entre les Français et les Russes et le mépris profond vis-à-vis de la maudite Albion. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, c'est vu comme étant la déchéance de l'Occident. Enfin, ce qu'il y a de plus pourri dans l'Occident, c'est le monde anglo-saxon, mais particulièrement la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni. Et ça s'est confirmé historiquement à plusieurs reprises. Mais pour les Américains, c'est un peu plus compliqué. Parce que faut comprendre que même à l'époque de l'Union soviétique, dans les années 70, 80, l'idée de rêve américain a réussi à se faufiler à l'intérieur de l'Union soviétique. À tel point que, par exemple, mon père, qui avait étudié en Union soviétique à Saint-Pétersbourg, lorsqu'il rentrait au Maroc pour revenir après en Russie, il emportait avec lui des jeans et des jaquettes en cuir. Parce que ça, en Russie, ça valait de l'or. Ça coûtait très cher. Enfin, pas de l'or, mais ça coûtait très cher. Pourquoi? Parce que c'était la mode américaine, c'était interdit, on produisait pas ça localement. Et puis, quand il dansait en cachette, etc., il mettait du Elvis Presley. Donc, il y a une forme de sympathie, même, je sais pas si je dois dire sympathie, peut-être un autre mot. Il y a une forme de sympathie vis-à-vis de la culture, de cette liberté américaine, de ce côté nonchalant américain. Mais en même temps, il y a naturellement une forme de méfiance également, parce que les Russes ne sont pas dupes, ils savent que derrière Elvis Presley, les Jeans, etc., il y a également un projet de liquidation à l'époque de l'Union soviétique, aujourd'hui de la Russie. Mais il n'y a pas de haine, il n'y a pas de mépris. Les Russes ne méprisent pas les Américains. Ils les voient comme étant un rival, comme deux boxeurs dans un ring. De temps en temps, notre boxeur donne des coups en dessous de la ceinture, mais bon, globalement, ils respectent les règles. Les Anglais, c'est pas un boxeur. Les Anglais, c'est un renard. C'est un renard rusé, qui ne s'affronte jamais de face, mais qui joue toujours avec un billard à 3 bandes ou à 5 bandes. Donc, c'est tout ce qu'il y a de plus méprisable du point de vue de la virilité russe, ce qui n'est pas le cas des Américains. Et aujourd'hui, juste pour compléter, Monsieur Hachachi va aussi pouvoir développer ce point, mais j'ai vu que Alexandre Dugin a également déclaré aujourd'hui que l'Iran menait une guerre contre l'Antéchrist. Donc, je pense que ça en dit long aussi sur la perception de l'axe américo-britannique, on va dire. Tout à fait, mais en même temps, il faut comprendre que ce que dit Dugin n'engage que Dugin, en quelque sorte, c'est une poignée d'individus au sein de l'élite.
Dugin, il a des alliés au sein de l'élite russe, au sein de l'état-major, un peu à l'intérieur du Kremlin, mais il n'est pas dominant. Ceux qui prennent la décision et qui dictent la politique extérieure de la Russie ne sont pas tout le temps alignés avec Dugin, notamment sur la question de l'Iran. Ils sont alignés avec lui sur la question de l'Ukraine. D'ailleurs, il a même été précurseur, parce qu'en 2014, Dugin réclamait de l'État russe d'entrer en Ukraine. À l'époque, l'Ukraine était faible, était fragile, n'avait pas encore été formée, armée par les Américains et par les Anglais, et donc ça aurait évité le bain de sang qu'on a actuellement. L'État russe n'a pas écouté, il a fallu attendre 2022 pour faire ce que Dugin a dit, mais avec 10 fois plus de difficultés. Mais disons que l'État russe a rattrapé un peu la pensée de Dugin, avec quelques années de retard. Mais sur d'autres sujets, non, il n'y a pas d'alignement. Au contraire, il y a même une forme de méfiance de la part d'une partie de l'establishment russe vis-à-vis de Dugin qui juge comme étant trop radical. Par exemple, moi, je n'imagine pas l'armée russe débarquer en Iran pour la protéger. Et même les livraisons d'armes. Lorsque les Russes avaient livré des S-300 à l'Iran, Tel Aviv a demandé à la Russie machin truc, etc. Et la Russie n'a pas activé les S-300. Donc c'est pas très clair. Je te soutiens, mais je prie pour que tu ne tentes pas. Mais en même temps, je vais pas faire grand-chose pour te soutenir. En même temps, ils ont d'autres chats à fouetter en Ukraine, tu vois. Donc tu imagines bien que c'est un peu compliqué d'être sur de front. Donc l'Iran est malheureusement tout seul à affronter les sionistes et les Américains. Et puis surtout, les Russes, ils ont, comme vous avez bien précisé, la force de longue volonté. Ils sont quand même extrêmement prudents. Et Vladimir Poutine, c'est vraiment la personne. J'ai vraiment compris votre livre, en tout cas la façon de penser de Poutine, grâce à cette pensée-là. Il est prudent, il prend son temps, il sait très bien que les choses vont se faire sur le long terme. Et quand lui, il dit, c'est pas très important finalement que le président change aux États-Unis. Nous, on va continuer nos objectifs, quoi qu'il arrive, à avoir des partenaires, même en étant ennemis avec les États-Unis. Et il continue à les appeler des partenaires. Et finalement, c'est quand même très... ça a l'air d'être très russe de penser comme ça. Tout à fait. En disant d'ailleurs cela, vous avez parfaitement raison de le dire, il exprime ce décalage en termes de temporalité entre l'Occident, qui est plongé et immergé dans le court-termisme et dans la cyclicité démocratique, qui est vu par les Russes comme une forme d'instabilité qui prédispose à l'anarchie. Contrairement à la Russie, qui effectivement s'inscrit dans la longue durée, qui a toujours besoin de la figure du tsar. Poutine est un tsar. Il est de facto, un peu comme Ivan III, pas de jure, mais de facto. Et effectivement, on n'entre pas dans le jeu comment on appelle ça, des gesticulations des États-Unis, qui d'ailleurs sont de moins en moins efficaces. Regardez le Venezuela. Bon, ils ont pris Maduro, c'est génial, c'est beau, c'est flamboyant. Mais et après, le régime est encore là au Venezuela. Ils n'ont pas débarqué militairement. Et puis là, il va vers l'Iran. On va bombarder l'Iran. Et après l'Iran, il va bombarder, mais le régime va pas tomber, il va passer à autre chose. Donc ce sont des gesticulations géopolitiques qui expriment un déclin relatif, mais de plus en plus important de l'hégémonie américaine, davantage qu'une puissance et une bonne santé américaine. Et ça, la Russie le comprend. Et ne se disperse pas sur les différents fronts comme le fit l'Union soviétique, et qui fut d'ailleurs son erreur. Donc on a un objectif, c'est l'Ukraine, on se concentre uniquement sur l'Ukraine. Pour tout le reste, si on peut aider, on aide, mais pas trop non plus, parce qu'on a un objectif primordial, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, on continue. Après, on verra pour le reste. Effectivement, c'est typiquement russe au sens métapolitique du terme. Oui. L'écho des savanes. Bonsoir. Tu peux prendre la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Achachi. Merci pour les éclairages. Je suis complètement béotien dans votre domaine de compétences et j'apprends et je vous en remercie énormément. J'ai deux petites questions, je suis désolé, ça reste encore un peu sur l'actualité. La première, c'est le rapprochement entre la Russie et la Chine. C'est quelque chose de profond ou c'est vraiment un rapprochement d'opportunisme lié à la géopolitique? Ça, c'est un. Et la deuxième question, en fait, Poutine fonctionne comme s'il était immortel. Est-ce qu'il y a un successeur à Poutine? Est-ce que le poutinisme, entre guillemets, même si ça n'existe pas, va survivre à Poutine ou non, il partira avec lui? Question très intéressante. Alors, je commence par la première. Alors, il est évident que sur le moyen terme, sur les 20 dernières années, le rapprochement entre la Russie et la Chine a été le fait de l'Occident, davantage que de Moscou. Moscou a toujours cherché à taper toujours dans la porte de l'Occident.
D'ailleurs, tous les grands projets énergétiques, les gazoducs, Nord Stream 1, 2, etc., étaient orientés principalement vers l'Occident tout en gardant de bonnes relations avec la Chine. Mais le tropisme était européen-occidental. Et on avait même vu à une certaine époque l'apparition d'un axe Paris-Berlin-Moscou avec Gerhard Schröder, Jacques Chirac et Vladimir Poutine. Donc ça, c'était indiscutable. Mais plus la Russie se faisait rejeter par l'Occident, humiliée par l'Occident, plus la Russie allait, malgré elle, du côté de la Russie. Ça, c'est la lecture un peu épidermique, mais qui est vraie. Par contre, qu'est-ce qui a rendu possible ce basculement vers la Chine, le rapprochement que l'on voit aujourd'hui avec la Chine? Le rejet de l'Occident ne peut pas suffire à le comprendre. C'est que au Kremlin, il y a ce qu'on appelle les tours du Kremlin. C'est un peu les différents clans de l'establishment russe, entre les sécuritaires, entre les libéraux, entre les souverainistes, etc. Eh bien, parmi les tours du Kremlin, il y a une tour qui est incarnée par un certain Karaganov. Karaganov, celui qui a menacé de rayer de la carte l'Allemagne et le Royaume-Uni par des bombardements nucléaires. Je ne sais pas si vous avez vu le passage chez Karl Tucker. Vous avez vu le passage, non? Oui, si, ça me dit quelque chose. Je vois très bien de quoi vous parlez. Voilà, vous allez sur la chaîne YouTube de Karl Tucker, il a fait une interview avec Sergei Karaganov, qui est un proche de Poutine, un conseiller officieux de Poutine, qui enseigne la géopolitique et le réaction. C'est un vieux monsieur, mais qui a un poids extrêmement important, intellectuellement parlant, au sein des établissements russes. Alors, Karaganov, depuis le début des années 90, prônait l'idée que la Russie devait redevenir ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une puissance asiatique ou eurasiatique. Elle n'est pas européenne. Elle a des influences européennes, naturellement, on s'habille comme les Européens, on lit la littérature européenne, mais ontologiquement et fondamentalement, la Russie doit devenir une puissance asiatique et eurasiatique. Et de ce fait, pour Karaganov, l'avenir de la Russie se situe non pas en Europe, mais en Sibérie. D'où le fait que certains parlent de sa doctrine comme étant un sibérisme, jusqu'à même déplacer la capitale au centre de la Russie, dans la Sibérie actuelle, notamment avec les changements climatiques, la fonte des glaces, le climat qui va changer là-bas, donc ça va devenir un territoire propice. Alors, cela, bien avant la guerre en Ukraine, on a commencé à voir l'influence de Karaganov sur Poutine par les politiques de développement de l'Extrême-Orient qui ont été mises en place par Poutine. Poutine a réellement mis en place des projets d'investissement colossaux qui se chiffrent en dizaines de milliards de dollars pour mettre à niveau industriellement et économiquement toute la Sibérie et l'Extrême-Orient, qui est très peu peuplée pour des raisons climatiques, également parce que l'activité économique ne le permet pas. Et donc, la première influence est apparue là. Mais avec la guerre en Ukraine, il est évident que Karaganov continue de pousser Poutine et le Kremlin et l'encourager à aller du côté de la Chine, à aller du côté du centre de gravité géographique de la Russie, c'est-à-dire la Sibérie. Et donc, la partie européenne de la Russie va devenir une périphérie, et la partie asiatique une autre périphérie, et le centre de la Russie va être dans une ville sibérienne, je sais pas, Tribietsk ou une autre ville. Donc on a la conjonction des deux facteurs. Donc l'Occident qui pousse, malgré lui, sans savoir, la Russie dans le bras de la Chine, ce que Trump a compris et qu'il veut changer, en ramenant la Chine dans le giron de l'Occident, et Karaganov qui prépare le terrain intellectuellement pour légitimer philosophiquement et géopolitiquement le nouvel ancrage de la Russie du côté asiatique, davantage que du côté européen. Ah oui, pardon, Poutine. Est-ce que Poutine est immortel? Alors, Poutine, c'est quoi? Il y a Poutine la personne et il y a Poutine le système. Bon, Poutine la personne, évidemment, il va mourir, on ne sait pas quand, mais il va mourir. Alors, Poutine le système, c'est quoi? Alors, quand j'ai parlé des tours du Kremlin, c'est-à-dire des différents clans, alors ces clans, ils ne sont pas amis, ils se détestent mutuellement, ils sont en rivalité. Alors, des fois, ils peuvent s'allier contre un autre clan, mais ils sont en rivalité permanente, parce que chacun a un projet. Pour eux-mêmes déjà, second après, mais un projet pour la Russie et pour la politique extérieure de la Russie. Or, Poutine, de par son habileté et sa manière byzantine de diriger, a réussi à maintenir les différents clans à équidistance de lui-même. Donc, il est en même temps proche de tous les clans, en même temps, il les maintient à une distance relative. Il ne favorise aucun clan au détriment d'autres clans. Et donc, ça arrange tous les clans. Parce que la présence de Poutine en tant que stabilisateur de la structure, un peu le clou qui stabilise toute la structure, fait qu'on a la garantie que le clan rival ne va pas devenir prédominant. Parce que celui qui est au centre de la structure nous maintient tous à équidistance. Et donc, on se partage en quelque sorte le gâteau politique, économique, en termes d'influence, etc.
Donc, ce Poutine-là, en tant que système stabilisateur, est-ce qu'il dépend de Poutine en tant que personne mortelle? J'espère que non. J'espère que non. Je ne peux pas me prononcer. Je ne sais pas si Poutine a préparé un dauphin ou etc. Probablement que oui, vu que personne ne connaissait Poutine avant 99. Il est sorti de nulle part, peut-être qu'il y a un autre qui va sortir de nulle part et qui est préparé par Poutine et formé par Poutine pour prendre la relève. Mais de toute manière, celui qui va remplacer par Poutine, soit il va perpétuer le même système pour stabiliser le pouvoir en Russie en maintenant les clans équidistants, soit il va devoir trancher en favorisant les clans des sécuritaires, c'est-à-dire la branche un peu radicale du Kremlin, au détriment des libéraux, et il devra faire des purges et désoccidentaliser la Russie. Donc c'est un peu le projet de Sergei Karaganov. Mais ça ne veut pas dire que ça va se faire facilement. Peut-être qu'il y aura des luttes intestines, des luttes internes, une ingérence étrangère. Ne souhaitons pas cela pour la Russie, souhaitons qu'il y aura plutôt quelqu'un qui va perpétuer la même prudence qui a été évoquée tout à l'heure, et avec la même volonté de longue durée, plutôt que d'aller vers un radicalisme que la Russie a déjà connu et qui lui a toujours coûté très cher, notamment avec la révolution bolchevique. Parfait, merci. Merci beaucoup, c'était très clair. Alors, on a 2 autres auditeurs et après, on va pouvoir terminer l'audition. Donc, on a EMS en premier et ensuite, ça sera Aircompte. EMS, on t'écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour l'équipe Contre-Culture. Alors, ma question, c'est les femmes slaves sont-elles aujourd'hui derrière la dernière ressource stratégique capable de sauver la civilisation russe? Je m'explique. Face à l'effondrement démographique, on a à peu près 1,4 enfants par femme, perte de guerre, exode des jeunes. L'État russe fait des femmes un des piliers du renouveau. Bon, la propagande les érige en symbole vivant de la continuité russo-orthodoxe eurasienne, presque plus vitale que, je dirais, que le gaz ou le pétrole. Pourtant, la natalité qui continue de chuter, l'immigration féminine massive et fatigue du double fardeau montrent une certaine résistance silencieuse. Selon vous, docteur Rachid Hachachi, et si les femmes russes refusent massivement ce rôle assigné, n'est-ce pas la fin programmée du projet civilisationnel tel que Poutine et l'Église l'imaginent? Merci par avance. Merci pour la question. Très intéressant, c'est très compliqué. Parce que c'est un vrai problème, un vrai dilemme. Poutine a tenté de mettre en place des politiques de natalité, notamment à travers l'octroi de primes pour le 2e enfant, 3e enfant, 4e enfant. Mais on sait très bien que tous ces programmes ne marchent jamais. La Hongrie a essayé de faire la même chose, d'autres pays ont essayé de faire la même chose. Parce que ça ne se décrète pas politiquement. Et c'est pas parce que vous avez donné 100 euros ou 200 euros de plus à une femme qu'elle va mettre en monde un 3e ou un 4e enfant. Il suffit pas de le prononcer pour que ça se réalise. On aurait aimé que ça soit différent, mais c'est pas le cas. D'autant plus qu'il faut rappeler que la Russie est un système capitaliste. Quand vous allez à Moscou, c'est le capitalisme. Tout coûte cher, tout le monde travaille tout le temps, l'immobilier est hors de prix, il faut habiter loin du centre-ville pour pouvoir trouver un logement adéquat. Donc c'est très dur la vie, comme dans tout le monde capitaliste, comme aux États-Unis, etc. Et ça touche également les femmes. Dans la projection dans le monde du travail a été faite par les soviétiques, principalement par l'industrialisation et l'égalité aux femmes dans le cadre communiste, et ça a pris une couleur capitaliste par la suite. Donc c'est pas que les femmes ne veulent pas avoir d'enfants, c'est que les femmes ont été biberonnées dans le modèle capitaliste où elles doivent faire une carrière, elles doivent réussir, elles doivent rester éternellement belles, séduisantes. Ajoutons à cela le déséquilibre démographique qu'il y a à l'intérieur de la démographie russe entre les hommes et les femmes, puisqu'il manque à peu près de 10 à 15 millions d'hommes en Russie. Il y a à peu près 10 millions plus de femmes que d'hommes en Russie, en raison de la Deuxième Guerre mondiale, de la révolution bolchevique, de la guerre civile, qui a touché principalement les hommes. Donc, quand on parle de 25 millions de morts durant la Deuxième Guerre mondiale, on doit avoir 18 millions, principalement des hommes, la majorité. Et donc, ça crée une forme d'hyperconcurrence entre les femmes vis-à-vis des hommes, du fait de la relative rareté des hommes, j'exagère à peine, qui fait que les femmes entrent dans des surenchères esthétiques, elles doivent être jeunes, la chirurgie esthétique cartonne en Russie, elles sont toutes maquillées, elles sont toutes belles, etc. Donc, c'est pas la femme qui va mettre 4-5 enfants. Ça, on est d'accord. Autre élément, si on creuse derrière le maquillage et la chirurgie esthétique, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le fond slave, la femme slave. Et la femme slave, elle a des traits très, très particuliers. C'est une femme qui est extrêmement attachée à la figure masculine. Ça ne veut pas dire qu'elle est soumise.
elle est attachée à la figure masculine. C'est-à-dire qu'une femme russe cherche en général à valoriser son homme, et pas à l'humilier, pas à le casser. Elle cherche à lui faire ressentir qu'il est fort, qu'il est capable. Donc c'est une femme qui pousse l'homme à se dépasser, tout en ayant sa propre carrière à elle. Et quand on remonte aux racines des premières tribus slaves avant d'avoir un État, j'en parle dans le livre, on trouve que chez les Slaves païens, et là c'est les chroniqueurs byzantins qui le décrivent, quand une femme perd son mari, quand elle devient veuve, eh bien elle se laisse mourir. Elle arrête de manger, elle arrête limite de boire. Et en général, elle meurt quelques mois après son mari, en se laissant mourir. Parce que son mari, comment dire, c'est le complément naturel de son âme et qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Donc il y a une forme d'affectivité de la féminité slave qui est encore présente, mais il faut creuser très profondément pour la retrouver. Peut-être que l'alternative, alors par exemple la guerre en Ukraine, oui, il y a eu des pertes, j'avais fait un épisode où j'ai parlé du volume des pertes entre 300 000 et 400 000 hommes, côté ukrainien plus, 500 ou 600 000 hommes, mais ça a été compensé par l'annexion des territoires, des 4 régions, Donetsk, Lugansk, Zaporijia et Kherson. Et là, on a 1,5 million de Russes en plus, comme par magie. Donc on enlève les 400 000 qui sont morts, la Russie a gagné 1 million de Russes durant cette guerre. C'est très cynique comme calcul, mais c'est un calcul qui est réel. La population russe s'est accrue d'1 million. Et si on ajoute l'annexion de la Crimée en 2014, il faut ajouter 1,5 million de plus. Donc la Russie a gagné de 2014 à maintenant 2 millions de Russes en plus. Donc c'est comme si les femmes russes se sont mis à mettre beaucoup d'enfants. Donc peut-être que c'est une manière de contourner le problème démographique en allant chercher les Russes à l'étranger, soit par l'annexion, soit en encourageant leur remigration. Mais je pense que le projet le plus prometteur, ça serait premièrement de dépasser le conflit en Ukraine et de fonder une forme d'alliance slave, c'est-à-dire Russie, Biélorussie, Ukraine, capable démographiquement de peser et de rivaliser avec les autres pôles géopolitiques. Je pense que c'est beaucoup plus réaliste, même si pour l'instant ça ne semble pas l'être en raison de la guerre en Ukraine. En tout cas, c'est beaucoup plus réaliste que d'obliger les femmes russes à mettre 4 ou 5 enfants. Ça, pour moi, c'est totalement irréaliste. Si elles mettent 2 enfants en moyenne par femme, ce serait déjà génial pour avoir la stabilité de la démographie. Mais l'avenir démographique du monde russe réside dans la réunification du monde russe et plus largement dans le projet eurasiatique qui peut redéfinir ce que veut dire le mot russe, ou le kazakh peut se définir comme étant russe, ou l'ouzbek, le turkmène, le géorgien, etc., l'arménien peut-être. Donc on ira non pas vers un projet civilisationnel russe, mais vers un projet méta-civilisationnel eurasiatique, ce qui permettrait de court-circuiter le problème démographique. Donc pour l'instant, il n'y a que des pistes, mais quand on voit l'ultra-capitalisme qui est en Russie, la médiocrité de la télé russe, notamment des émissions pour le grand public, etc., on est en Occident, je veux dire. Quand j'allume la télé russe, mis à part les chaînes patriotiques ou les films historiques, etc., les shows, comment on appelle ça, les TV shows, etc., c'est de la merde. C'est comme en Occident. C'est la frivolité, la légèreté, l'absence de valeur. D'ailleurs, récemment, il y a eu un scandale. Il y a eu des influenceurs et influenceuses russes qui ont été invités par une marque française de vêtements, je crois, en Suisse, pour une campagne publicitaire, et on les a vus avec du champagne, tout le côté orgiastique, et ça avait créé un scandale en Russie. Et comment ça fait que nous, on est en guerre, on perd des hommes, etc., et vous allez vous cointrer de champagne à l'étranger? Donc ça a été vécu limite comme insultant. Mais c'est la réalité d'une grande partie de l'élite russe et des grandes villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg. Donc c'est mal parti pour changer de mentalité et se mettre à avoir 2, maximum 3 enfants. Mais la femme russe, elle est magnifique. C'est une femme qui est le pilier du foyer. D'ailleurs, il y a une centralité de la grand-mère en Russie. La grand-mère, c'est le chef. C'est pas le père, c'est pas la mère, c'est la grand-mère. Ce qu'elle dit a lieu. Et que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est la grand-mère. Ça, c'est la grand-mère qui le dit dans la maison russe, la babouchka. Merci beaucoup. Comte, ça sera la dernière question et on va pouvoir avoir un mot de la fin avant de clôturer. On t'écoute.
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Contre-Culture. Merci à eux. Merci Rachid. Donc, pour revenir sur la thématique de deux peuples frères, français, russes, si on doit établir peut-être un parallèle un petit peu audacieux entre la survenance d'une révolution française conditionnée par l'avancée de la technique et le matérialisme de la révolution soviétique, ces deux peuples ont atterri avec des lendemains tout à fait différents et à prendre avec beaucoup de recul. L'un avec un atterrissage plutôt reparti vers le XVIIIe siècle avec Napoléon, avec toutes les comparaisons et les distances qu'on peut établir avec justement un atterrissage poutinien au sortir d'une révolution soviétique, avec beaucoup plus de hauteur historique, mais un peu le même vécu aussi au niveau de la virilité de ces deux hommes-là. La différence, effectivement, bon, toute proportion gardée, on atterrit dans le XXIe siècle avec une Russie qui a à voir avec un retour, un tropisme vers une société archaïque, enfin pas archaïque, mais plutôt première. Oui, au sens évolien du terme, une société aux valeurs un peu primordiales, dont il peut puiser une certaine source dans la mosaïque de peuples sur lequel en fait s'étend la communauté fédération russe, avec justement ce double tranchant. C'est ça qui me pose question. C'est ce double tranchant de cette mosaïque de peuples qui est une force pour la réérection d'une société au sens évolien du terme, au sens comment dire, pas archaïque mais première ou organique, qui peut être à double tranchant du fait de justement l'agitation de toutes ces minorités qu'on a connues dans la Yougoslavie et que agitent finalement les ligues globalistes et dont ils vont pas se priver. Voilà. Donc, une arme à double tranchant au XXIe siècle pour Poutine qui, vous le disiez, faisait l'équilibriste entre toutes les grosses tendances à l'intérieur même de la Russie. Merci beaucoup pour la question. Je ne sais pas si je peux y répondre. C'est effectivement extrêmement complexe et d'actualité. Alors, premièrement, déjà, l'un des points communs majeurs entre la France et la Russie, du point de vue de l'histoire moderne, c'est que les deux ont fait une révolution sanglante et les deux se sont retrouvés orphelins à la fin de la révolution, en ayant tué le roi et donc en ayant tué le père. Et tout au long de leur histoire post-révolutionnaire, ils vont tout faire pour chercher à retrouver le roi. En France, ça va aboutir à la Ve République, c'est-à-dire une monarchie élective. En Russie, ça va aboutir à Poutine. C'est-à-dire, par deux cheminements différents, on a tout le temps cherché à retrouver la figure du roi, que l'on a tué de ses propres mains et on s'est retrouvé orphelin par la suite. Ce qui n'est pas le cas des Anglais, ce qui n'est pas le cas des Espagnols ni des Italiens. C'est vraiment une similarité entre la France et la Russie. D'autres pays ont fait des révolutions et ont tourné la page de la monarchie. La France et la Russie s'étaient profondément ancrées, à tel point qu'ils n'ont pas pu tourner la page réellement. Et qui, par des cheminements différents, ils l'ont retrouvé. Alors, par rapport à la question d'une retour à une primordialité, c'est compliqué. Parce que dans le cadre du monde russe, tel qu'il a été promu ces 10 dernières années, et tel qu'il a été adopté par Poutine, place l'orthodoxie au centre de la structure. Et ça, c'est problématique. Parce que quand on dit monde russe, que va se dire le Tchétchène? Est-ce que j'en fais partie? Que va se dire le Daguestanais? Que va se dire le Bouriat, qui est bouddhiste? C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. À moins de diluer tellement le sens du mot russe qu'au final, il voudra rien dire. Il voudra dire soviétique. C'est tous les peuples qui habitaient dans l'Union soviétique. Mais le mot russe, ça a une charge. Ruski, c'est une réalité ethnique, culturelle, civilisationnelle, religieuse, etc. Le tatar n'en fait pas partie, le daguestanais n'en fait pas partie. Alors, pour pallier à cette fragilité idéologique, la Russie a cherché à élargir le concept en introduisant l'idée de protection ou de défense des valeurs traditionnelles. Donc là, ça permet de mettre tout le monde d'accord. Le Tchétchène est d'accord, on est attaché à la famille, à la foi, le Russe est d'accord, le Bouriat est d'accord, tout le monde est d'accord. D'où le fait qu'on voit souvent Poutine se réunir avec le Moufti de Russie, avec les différents représentants des différentes religions
de Russie, dans le bouddhisme également, pour maintenir cette fédération autour de la défense des valeurs communes, des valeurs traditionnelles. Ce qui explique qu'on a des Tchétchènes aujourd'hui qui hier combattaient les Russes, mais qui aujourd'hui combattent avec les Russes en Ukraine et qui crient Allahu Akbar, Ahmad Sila et Russia Moch. Dieu est grand, Ahmad, la force d'Ahmad, et la Russie est puissante. Donc c'est un peu ça le cri de guerre des Tchétchènes. Donc ça a été rendu possible par cette idée de défense des valeurs traditionnelles. Mais il y a toujours une méfiance vis-à-vis de l'idée du monde russe parce que ça implique le fait d'être orthodoxe. Or, si la Russie décide de mettre l'accent davantage sur la dimension russe orthodoxe du monde russe, et ben à terme, elle va perdre bon nombre de ses territoires et va se retrouver dans des frontières de la Russie de Kiev, c'est-à-dire du nord jusqu'à l'Ukraine, mais tout le reste, la Sibérie, va devenir indépendant, ce qui naturellement n'est pas acceptable. Par contre, s'ils veulent maintenir la structure homogène, à mon avis, il faudra reformuler le nom de l'idéologie. Ne pas parler de monde russe, parler de monde eurasiatique, comme le dit Dugin, parler de monde sibérien, comme le dit Karaganov. D'ailleurs, même Karaganov, qui est conscient de la centralité de la question de la foi dans la renaissance de la Russie, est conscient qu'on ne peut pas faire renaître la Russie sur la base de la forme contingente de la foi. C'est-à-dire, les Russes ne vont jamais redevenir orthodoxes comme ils le furent à l'époque d'Ivan IV. C'est fini. Il y a eu la modernité qui est passée par là, le communisme qui est passé par là, etc. Pareil, quand on voit les musulmans tatars, etc., la majorité sont musulmans de manière folklorique. C'est pas vraiment une foi. Et la fécondité est extrêmement faible chez eux. Il n'y a pas le problème qu'on peut trouver dans d'autres pays occidentaux, où les musulmans ont une fécondité encore plus élevée, mais si elle baisse également. Mais en Russie, les Tatars ont une fécondité comme les Russes, c'est-à-dire 1,3, 1,4 enfants par femme. C'est-à-dire tout le monde a été massacré par la modernité, par le bolchevisme, par le communisme, etc. Donc c'est vraiment, ils ont été meurtris dans l'âme, collectivement. Ce qui fait que pour Karaganov, ce dont la Russie a besoin, c'est pas d'une religion, mais c'est juste de croire en Dieu. Ce serait déjà pas mal. que l'État russe soit ancré dans une, peut-être pas une métaphysique, mais dans un principe supérieur, c'est-à-dire un Dieu bienveillant, qui est le garant des valeurs, de la famille, de la tradition, etc. Donc ça pourrait être intéressant. Ça pourrait réunir effectivement le bouddhiste avec le musulman, avec le chrétien orthodoxe, etc. Mais le monde russe, c'est intéressant, c'est beau, c'est magique, c'est romantique, ce qu'on veut, mais on peut pas tout avoir. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Alors, on peut pas avoir les Bouriates et les Tatars et les Tchétchènes et les Dagestanais en même temps avoir le monde russe comme étant l'idéologie centrale et unique de la Russie. Peut-être qu'il faudrait élargir à l'eurasisme et entrer dans une approche mystique de l'État, plutôt que dans une approche religieuse exclusive, orthodoxe ou autre. Mais je ne sais pas, ça je pense à voix haute, c'est une opinion. Je ne me permets pas de dire que c'est une expertise. Très bien. Merci Rachid pour votre réponse. Merci à vous. Donc, je rappelle aux auditeurs, je rappelle donc votre excellent livre, parce que je l'ai lu et je peux vous dire qu'il se lit. C'est difficile même de prendre des notes, c'est ce que je disais en introduction lorsque vous étiez déconnecté. Mais c'est difficile de prendre des notes parce que ça va très vite en fait. En fait, juste pour converger, le livre, c'est les notes. Parce que à la base, le vrai défi, c'était de mettre dans 140 pages tout ce qui permet de comprendre la Russie. Donc j'ai dû sacrifier beaucoup de passages parce que c'est pas un essai, c'est un comprendre. C'est un peu comme un que sais-je. Oui, et donc naturellement, c'est la quintessence des notes que j'ai mis par écrit. Donc voilà, j'ai déjà fait les notes pour vous, c'est le livre. Rien d'anormal, ça me rassure, ce que vous dites. Donc, ce livre est toujours en vente chez Contre-Culture. J'indique aux auditeurs que il y a un deuxième tirage, donc il a plutôt bien fonctionné, je crois, parce que c'est déjà un ouvrage de qualité. Il est court, c'est le plus long, je crois, des comprendre, mais c'est un ouvrage qui se lit rapidement, qui se lit très bien. Comme je le disais, qui avait une forme un peu bavilienne, c'est-à-dire une espèce de dialectique de l'âme française, de l'âme française ou de l'État français, mais là c'est l'âme russe, c'est à peu près je dirais un peu les mêmes méthodes. Il y a un côté romanesque, voilà, là-dedans, c'est pas très conceptuel, c'est à part le repère orthonormé de la fin qui, je trouve, qui tombe à point nommé pour résumer l'ouvrage, d'ailleurs. Mais sinon, voilà. Donc, je te laisse le mot de la fin. Je vous remercie, Rachid, au nom des auditeurs. C'était très instructif et merci d'avoir répondu à toutes les questions avec voilà, la science que vous avez. Merci à vous pour la qualité de l'échange, mais également à tous les spectateurs, également pour la qualité des questions qui m'ont mis en difficulté pour bon nombre d'entre elles. Alors, pour le mot de la fin,
disons que ce que j'essaie de faire, notamment à travers des livres, mais pas que, même en dehors du livre, et qui dérange beaucoup de gens, c'est que j'essaie d'échapper à toute forme de propagande, qu'elle soit russophile, qui fantasme la Russie, ou russophobe. Les deux ne rendent pas service à l'âme russe. Il faut fantasmer aucun peuple, mais il faut non plus ne pas haïr aucun peuple. Il faut juste comprendre, tenter de comprendre le peuple. Et d'ailleurs, cette série porte bien son nom, comprendre. Il y a des choses pas très jolies dans l'histoire de la Russie, comme dans l'histoire de tous les peuples. Il y a des choses magnifiques et sublimes. Il y a une singularité, une idiosyncrasie, une âme propre à la Russie, comme il y a une âme propre à chacun des peuples. Et là, on peut retrouver l'idée de race chez Evola, puisque chez Julius Evola, qui a été cité tout à l'heure, il ne parle pas de race ethnique ou génétique, mais il parle de race d'âme. Donc, il y a des catégories d'âme, donc chaque peuple a une âme, en quelque sorte. Et même chez Spengler, on peut trouver à peu près cette idée-là. Donc, mon but était juste de vous donner quelques clés pour comprendre la Russie. Après, c'est à vous de l'aimer ou de ne pas l'aimer, mais en tout cas, il faudra l'accepter. Elle est là, une variable avec laquelle il faut composer. Et si on la comprend bien, on comprend que la plupart des rivalités, des tensions et des guerres avec la Russie naissent principalement de la mécompréhension de la Russie. Que la Russie est profondément traumatisée par une angoisse qui est celle de l'Empire mongol, et qu'il continue de projeter sur tous ceux qui tentent de se rapprocher de ses frontières. L'OTAN, quand il s'étend vers l'Est, est vu comme étant la horde mongole qui s'approche. Donc ça, c'est important pour le comprendre. La guerre en Ukraine, qui est vue comme une agression par tout l'Occident, est vécue réellement, je ne parle pas d'hypocrisie, mais réellement, elle est vécue par les Russes comme une guerre défensive. Ça, il faut le comprendre. Donc, déjà comprendre cela, ça permet d'éviter de tomber dans bon nombre de pièges et de narratifs de propagande anti-russe, autant que les pièges formulés dans les propagandes pro-russes. J'essaie pas de combattre les deux, mais d'éviter aux gens de tomber dans le piège de l'une ou de l'autre des propagandes. Donc voilà, c'est un peu ça la mission que je me donne. J'espère avoir réussi relativement avec le livre, que les gens vont le lire et peut-être qu'ils vont après aller vers d'autres livres, d'autres ouvrages qui traitent de la question. En tout cas, c'est certain que ça donne envie de creuser de creuser l'âme russe et l'histoire russe qui est passionnante. Je vous remercie, Monsieur Hachachi, pour avoir accepté cette émission. Je remercie à tous les auditeurs. Je remercie Blaise de m'avoir accompagné pour cette émission. Et donc je rappelle un petit peu les principes de l'émission. C'est une fois par mois. On fait la note de lecture d'un livre. Il n'y a pas toujours l'écrivain du livre présent parce que parfois c'est des livres où l'écrivain est décédé. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Là, il y a eu beaucoup de comprendre, donc on est. Faut appeler un médium. Faut appeler un médium, oui, c'est vrai. On trouvera peut-être un médium pour parler. Quand on refera Victor Hugo. Quand on refera Bardèche, on va un médium. Il va être difficile à trouver celui-là quand même. Qu'il soit courageux. Qu'il soit courageux. Ouais. Mais voilà, c'est une fois par mois. N'hésitez pas, on fait de plus en plus de pubs pour vous en informer. Et merci beaucoup à ceux qui écoutent l'émission à chaque fois. Et bienvenue au nouveau. Sur ce, je vais clôturer le live. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.